J'en ai vendu pour 3-4 000 $, quelque chose comme ça. Alors que c'est un truc que j'ai fait à 2h du matin dans mon lit en rentrant de soirée. Tu sais pas s'il y a des régulations qui changent demain. Imagine, tu t'es considéré comme un proxénète. Enfin... Ils savent que les distributeurs vendent sur Amazon, ils commencent à avoir l'opportunité et ils viennent pour savoir comment reprendre le contrôle et les dégager. Et aussi pour pouvoir, commercialiser, comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que par exemple, pour avoir une vraie marque en e-commerce qui rend vraiment bien, avec un beau site, avec des beaux produits, avec du bon trafic, etc., c'est beaucoup plus dur que d'avoir une belle marque sur Amazon. Parce qu'en fait, Amazon te mâche le travail. Qu'est-ce que c'est que TikTok Shop? Je pense que ça va être une des grosses opportunités 2025. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast, on va vous partager un maximum de business web qui peuvent être intéressants à lancer. Et pour ce faire, j'ai avec moi Billy, que vous connaissez déjà, qui s'occupe du pôle mentorat sur Oseille TV, et également Loïc, qui fait sa première apparition sur la chaîne, mais ça fait déjà des années qu'il travaille sur Oseille TV, et avec qui je suis associé d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, pour chaque business, on va vous présenter les avantages, les inconvénients, le budget de départ, également la facilité ou difficulté à construire ces business, et si vous vouliez les revendre, à quel point c'est facile et à quel type de multiple vous allez pouvoir les revendre. Donc c'est ça l'objectif de ce podcast, et on va les classer des business qui nécessitent le moins pour se lancer à ceux qui nécessitent le plus d'argent pour se lancer. Mais en soi, il n'y a pas réellement un vrai classement en termes de meilleur business, puisque le meilleur business, c'est celui que vous allez choisir, celui sur lequel vous allez vous y tenir et aller jusqu'au fond des choses. Donc c'est parti, on va passer sur le premier business qui est le freelance, donc le fait de vendre ses compétences. C'est quelque chose que tu as expérimenté, Billy, pour le coup. Ouais, complètement. Donc tu peux expliquer d'abord le business model en lui-même? Le business model, ça va être tout d'abord de se former à une compétence en particulier et ensuite de la monétiser. Après, à travers des plateformes. Exactement, donc il y a plusieurs canaux d'acquisition. En l'occurrence, moi, j'ai bien performé sur la plateforme Malte. C'est une plateforme vraiment française avec des freelances un peu haut de gamme, je dirais. Donc moi, je m'étais spécialisé sur Amazon de base en tant que vendeur. Et ensuite, avec l'expérience et la notoriété que j'ai pu avoir, je me suis mis sur cette plateforme. Il faut déjà rentrer quelques missions pour avoir un peu de social proof. Mais après, une fois qu'on a quelques avis, on a des demandes qui arrivent. Il faut commencer pas trop cher et augmenter au fur et à mesure. Maintenant, moi, j'ai le meilleur profil de toute la plateforme, celui qui a encaissé le plus. Et je suis le seul Super Malteur 3, c'est le plus gros statut qu'on peut avoir. Et du coup, ça me donne accès à vraiment de très grosses missions comme Yves Rocher récemment. Donc pour moi, c'est un très très bon canal pour commencer à se constituer un revenu régulier sans trop dépenser d'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir un site internet aussi. Ouais. Donc pour Parce moi, que là, tu utilises la force de ces plateformes. C'est comme quand tu vends sur Amazon, tu as le trafic des gens qui passent sur ces plateformes qui vont chercher à acheter un service. Ouais. Donc tu as cité Malte, mais il y a également Upwork et Fiverr qui sont un petit peu plus connus. Internationaux. Ouais. Après, voilà, le seul point, c'est qu'il ne faut pas juste être bon dans sa thématique, mais il faut aussi savoir être un peu commercial. Se vendre sur ces plateformes. Exactement. Fois, donc être très réactif quand on a une demande, pouvoir bien présenter une offre, savoir bien cibler les besoins. Surtout qu'on a affaire à des clients parfois assez corpos et ils vont beaucoup challenger, ils vont beaucoup essayer d'aller chercher pourquoi vraiment ils devraient travailler avec vous. Donc c'est pas évident au départ, mais une fois qu'on commence à être à l'aise, en général, je trouve que c'est un bon levier pour commencer à générer du revenu. Quand tu dis des clients assez corpos, là tu as dit tout à l'heure Yves Rocher, mais tu peux citer d'autres marques avec lesquelles tu as pu travailler à travers cette plateforme? J'ai pu avoir des clients comme Mixa, Vichy, les enceintes de Vialet et aussi plusieurs d'autres marques, dont des groupes pharmaceutiques, mais qui sont, que vous n'allez pas connaître les noms, mais qui font plusieurs milliards. Okay. Et c'est vrai que les questions qu'ils vont poser pendant les entretiens avant de vous embaucher, parfois ça peut être un peu poussé. Okay. C'est intéressant de voir que justement ces grandes marques du quotidien, elles utilisent maintenant ces plateformes pour recruter des talents par contre sur des besoins très spécifiques. Ouais. Donc exactement, et c'est pour ça que je disais au départ que pour moi, il faut vraiment se spécialiser sur quelque chose. Par exemple, moi, je me suis spécialisé sur uniquement Amazon. Donc, ces marques-là, elles ont déjà d'autres canaux d'acquisition, plein, dont leur site internet, sur lesquels ils ont plein d'autres freelances, très certainement sur Instagram, Google Ads, etc. Et ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui est 100% dédié à Amazon. Donc, ma recommandation sur cette niche, pour moi, c'est vraiment de se nicher à 100%, donc de vraiment avoir une compétence en particulier et pas juste quelque chose de générique dont les gens vont pas forcément avoir la valeur. Et toi, par exemple, tu chargeais combien au début par rapport à ce que tu charges maintenant? J'ai commencé dans les 350-400 par TJM, donc par jour travaillé. Et là, maintenant, je suis à 700. Ok, ouais. Voilà. Après, ce que j'essaie de faire aussi, c'est donc d'avoir un TJM, mais de pas forcément travailler au TJM après une fois que je travaille avec le client, plus de valoriser l'expertise. Ouais. Et en général, je m'en sors à mieux que le tarif TJM. Okay. Mais voilà, il faut le faire de la bonne façon. Il faut vraiment que la personne elle voit la valeur de ce qu'on apporte très concrètement.
Donc ça se passe notamment quand on va augmenter le chiffre d'affaires du client. Si on lui coûte 1000 euros par jour au lieu de 750, mais qu'on augmente son chiffre d'affaires de quelques pourcents et qu'il fait déjà plusieurs millions, en général, ça ne les dérange pas de payer plus. Parce qu'en fait, ils savent que cette petite compétence en particulier qu'eux n'ont pas a un gros levier de croissance pour eux. Et donc, à ce moment-là, ils payent plus facilement. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de vraiment se nicher. Donc là, on a partagé pour Amazon, mais après, le spectre des choses que vous pouvez vendre, c'est infini sur Fiverr. On avait interviewé Louis sur la chaîne, qui vend des logos comme ça. Qui lui a monté une agence en réalité. On en parlera juste après des agences, qui est un business model aussi intéressant. Mais clairement, ça peut être un business intéressant, sachant que le budget de départ, c'est d'avoir des compétences, mais vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement d'argent. Et même nous, de l'autre côté, par exemple, sur Upwork, on recrute beaucoup pour tout ce qui est SaaS, etc. Et on a des freelanceurs qui ont commencé en tant que freelanceurs et qui maintenant sont en train de réinvestir cet argent-là pour montrer leur propre agence. Donc, c'est aussi un peu une stepping stone de pouvoir lancer un autre business par la suite. Ils commencent par ça et ensuite ils montent quelque chose de plus sérieux. Et toi, Billy, par exemple, ça t'a permis de lancer autre chose par la suite ou quoi? Après, ça m'a permis de lancer mon agence. On en parlera un petit peu après du modèle agence. Mais voilà, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'était les options de croissance. Je pense qu'on peut atteindre très facilement. On peut arriver entre 5 et 10 000 par mois sans trop forcer. Après, entre 10 et 20 000, il va falloir un peu automatiser certaines choses, avoir des process mis en place, éventuellement déléguer quelques trucs. Et tu deviens une agence. Dès que tu veux passer... on peut rester quand même solopreneur. En ayant quelques freelances à droite à gauche pour des trucs bien spécifiques et arriver jusqu'à 20K par mois. Après, au-delà, je pense qu'il faut embaucher et structurer différemment. Mais du coup, voilà, pour moi, la croissance, c'est vraiment... on peut aller entre 10 et 20K sans problème en étant tout seul. Après, un moment, tu es vraiment capé par le nombre d'heures que tu peux faire par mois. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, par exemple, typiquement sur Amazon, des choses qu'on pourrait déléguer dans une prestation, ça va être vraiment de l'opérationnel pur et dur, comme de la rédaction de fiches produits. On peut enseigner la méthode à quelqu'un qui ensuite, lui, va la dupliquer, mais c'est nous qui allons appliquer la stratégie et nous qui allons valider le contenu qui est délivré. Donc ça reste quand même très honnête et la qualité du travail ne changera pas, mais ça permet d'avoir plus de bandes passantes. Si on doit dire vite fait les avantages inconvénients pour rester dans le format qu'on avait dit pour quand on passe chaque business on parlait à la du loupe. budget de départ, je pense que le budget de départ, on est à zéro. Budget de départ pour moi zéro, surtout on parlait de Malte, mais même après on a LinkedIn, il y a plein de les réseaux sociaux en général. On peut trouver en y consacrant du temps, on peut trouver des clients sans dépenser d'argent. Et pour moi, franchement, c'est pas si difficile que ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment le gros avantage. Le fait d'utiliser la puissance de ces marketplaces. Encore une fois, Fiverr, Upwork, Malte, ils font eux-mêmes de la pub pour apporter du trafic dessus. Donc en gros, tu mets ton annonce dessus. L'inconvénient, ça va être le plafond de verre pour moi. Et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être capables de générer entre 5 et 10K par mois. Très peu qui vont être capables de faire entre 10 et 20. Et encore moins qui vont réussir ensuite à décorréler la tarification de leur temps passé. Ça, c'est encore un autre cap. C'est vraiment les hyper freelance un peu qui vont arriver à des 1000-1500 de TJM parce que justement, ils arrivent à structurer. Mais ils ont des compétences différentes. ultra spécifiques et où il y a peu de concurrence en fait et donc ils peuvent charger beaucoup plus. Ça, je l'ai observé surtout dans les métiers type dev, etc. Qui se sont vraiment spécialisés sur un certain type de développement. Et je sais qu'ils arrivent à facturer très cher. Nous, par exemple, sur le SaaS, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On a déjà engagé des gens qui étaient très spécialisés, par exemple, dans les bases de données et qui, à l'heure, sont à 150, 200 de l'heure. Donc, pour parler des inconvénients, il y a aussi le fait que les niches, des fois, sont très saturées. Donc, on arrive sur, par exemple, tout ce qui va être génération de logos, tout ce qui va être copywriting, etc. C'est assez dur de se démarquer par rapport à quelque chose de plus spécialisé comme Billy. Je vois que si on va sur Fiverr, il y a des centaines, voire des milliers de profils pour création de logos. Donc, copywriting, difficile. Donc, il faut vraiment se nicher, encore une fois, ce qu'on disait. C'est vraiment dans la niche qu'on peut faire un peu plus de gros sous. Ensuite, la facilité à opérer ce business, on l'a dit, c'est assez facile à commencer à partir du moment où vous avez une compétence qui est un peu rare. Donc c'est à vous en fait de faire ce travail, d'apprendre quelque chose qui a une valeur et qui n'est pas déjà extrêmement présente sur la marketplace. En guillemets, il suffit de s'inscrire sur une plateforme et on peut commencer à gagner de l'argent. Il faut générer un peu de traction, mais c'est vrai que même au départ, en ayant... Moi j'avais fait du freelance sur Facebook Ads il y a très longtemps, en même temps qu'Amazon, et ça me générait du revenu en plus. Et en ayant un minimum de compétences à jour, on peut déjà travailler en fait pour des toutes petites marques qui n'ont pas beaucoup de budget, et elles vont être très contentes de payer beaucoup moins cher quelqu'un qui est junior. Et au final, tout le monde sera gagnant et ça permet déjà de rentrer un petit peu de revenus. Option de revente, non, là pour le coup, ça se revend pas un compte Fiverr ou un compte Malte. À moins de le passer en agence, un peu comme lui l'a fait, mais sinon, c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est un des inconvénients majeurs parce que du coup, on construit aucun actif. Tu échanges vraiment ton temps contre de l'argent. Après, pour moi, c'est un très bon business en mode stepping stone, comme on en parlait un peu plus tôt, c'est-à-dire une première marche de l'escalier. Et réinvestir cet argent-là dans un business plus conséquent
avec Clairement. lequel il y a des options de revente Clairement. à un moment donné. Ouais. Business suivant, le print on demand. Donc là, c'est Loïc qui est spécialisé là-dedans. Ouais, j'en ai fait beaucoup depuis presque 5-6 ans là. Ouais. Tu peux expliquer le concept? Comment Ouais, ça ça fonctionne? ressemble assez fort au dropshipping, c'est-à-dire que l'idée c'est de print on demand, ça veut dire impression à la demande. Mhm. Donc ça va être des produits, ça va être par exemple des tasses, ça va être des t-shirts, des pulls, des sweatshirts, des casquettes, etc. L'idée c'est qu'en fait on va vendre sur des marketplaces, Amazon, Merch by Amazon par exemple, Amazon Merch on Demand, Etsy, Redbubble, etc. Et alors, ce qui va se passer, c'est que le client va commander un produit que nous, on a d'abord créé au préalable, donc juste un Le design. Par ouais. exemple, on aurait, je sais pas moi, I Love New York ici sur mon t-shirt, Mhm. et quelqu'un commanderait ce design-là sur la plateforme, et il serait seulement créé par la suite, donc imprimé juste à la Sur demande. le support, Ouais, uniquement sur le si c'est exactement. acheté. Ouais. Et puis il part au consommateur, il est parti. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stock. Ouais. Et c'est assez scalable et c'est assez facile de lancer plein d'idées de produits, Ouais, etc. tu peux avoir sans arrêt de nouveaux designs en fait. C'est ça qui est Exactement, cool. ouais. Surtout avec l'IA maintenant, c'est. Ah oui, ça quasiment peut sans aller limite, très en vite. fait. Ouais. Là, c'est un des avantages, un des gros avantages, c'est que il y a un budget de départ très faible qui est pratiquement de zéro. Des fois, il faut un petit site, des fois, il faut aller peut-être payer un designer si on ne sait pas designer ou un programme de design. Donc vraiment, je pense que pour 100-200 euros, on peut largement commencer le print on demand. Après, ça fait partie de l'inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. ouais. Tout le monde peut le faire. Ouais. Après, en étant créatif, tu peux vraiment avoir des designs sympas. Bon, après, Ouais. j'imagine que ça peut vite devenir obsolète. Ouais. Non, Bah, ça ça dépend des niches en fait. Tu as Ouais, des trucs c'est- evergreen qui durent pour tout Ok. le temps, mais Ouais. si tu fais des trucs vraiment liés, par exemple là en ce moment c'est les qui sont élections, aux États-Unis, ouais. bah ouais, t'as Ouais. des Si tu fais un designs. t-shirt Trump, Trump 2024, l'année prochaine ça va être dur à vendre. quoi. Ouais, ça va être plus dur à vendre. Ouais. Par contre, si tu fais vraiment un t-shirt Trump, allez, entre guillemets, plus générique, ce qu'on appelle des designs evergreen, Ouais. c'est-à-dire des designs qui peuvent se vendre tout le temps, à tout moment, Mhm. on peut construire un beau catalogue de produits qui peut se vendre vraiment dans le temps. Moi, Ouais. c'est ce que j'ai, c'est-à-dire que ça fait un moment que j'ai plus créé vraiment de produits en quantité, et pourtant ils se vendent tous les mois et ça me rapporte de l'argent tous les mois, alors que c'est quelque chose pour lequel je fais pratiquement rien. Donc T'as également vraiment les niches des c'est fêtes, très très passif. Ouais. les fêtes, Attends, les fêtes de chaque le plus- année. Moi, je vends surtout ce Merch by Amazon qui maintenant s'appelle Amazon Merch on Demand. D'accord. Euh, Et sur Etsy, Pinterest. Je vends Pinterest, je pense pas qu'on Non. puisse vendre directement. Ok. Sur Etsy, je vends aussi. Mhm. J'ai une boutique Etsy. Par contre, je vends pas sur Redbubble, je vends pas sur d'autres plateformes comme ça qui sont pour moi un peu moins intéressantes. Pour moi, le vrai Graal, ça reste Etsy et soit avoir son propre site, soit vendre sur Etsy, soit Amazon Merch on Demand. Et niveau inconvénient, du coup. Inconvénient, c'est barrière à l'entrée, très peu de barrières à l'entrée. Les designs peuvent devenir obsolètes, un peu comme Julien le disait. Après un moment, ils peuvent tomber dans l'oubli, entre guillemets. Et le problème, c'est la compétition. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, n'importe qui, n'importe où dans le monde peut lancer 10 000 designs, par exemple. Ouais. Donc, Tous les jours t'as des masses et des masses ouais. et des masses. Mais Je sais pas, c'est simple de se lancer donc. c'est très dur de se lancer. C'est très simple de se lancer. Ouais. Ok, Très ok. simple. Ouais. Il y a aussi Et- un truc qui est intéressant, c'est que très vite tu peux tester une idée. Tu Ouais. vois, par rapport à presque tous les autres Ça, business. t'aimes bien ça. Ouais. hein. Ouais, Il j'aime y a bien, l'itération, ouais. échouer ou réussir très Ouais. rapidement en fait. J'aime Ouais. bien avoir une réponse du marché Mais rapide. Ouais. Et donc là, c'est vraiment super Ouais. parce que tu as une idée de design, Ouais. je pense. Moi, il y a des fois où j'ai vu quelque chose qui passait à la TV, par exemple, j'ai fait un design de suite juste après. Par exemple, quand Trump s'est fait tirer dessus, Ok. j'ai fait un design, je me rappelle, je suis rentré de soirée, Ouais. il était 1 ou 2 heures du matin, Ok. on a appris qu'il s'était fait tirer dessus, j'ai lancé, je sais pas, 10-15 designs d'un coup, le lendemain C'est j'avais quoi déjà des l'exemple ventes. C'était quoi les titres par exemple que tu mettais dessus? Je me rappelle plus exactement, il faudrait que je les retrouve, on pourra les illustrer dans la Raté cette vidéo. fois-ci ou des trucs comme ça. Ouais, on pourra les illustrer, je me rappelle plus exactement, j'ai Ok. créé tellement de designs que des fois je me rappelle plus, mais ouais, c'était genre des trucs comme ça, un peu passé de fois-ci, ou I survived, ou quelque chose comme ça. Ok. Et voilà, j'en ai vendu pour 3-4 000 $, quelque chose comme ça. Ok. Alors que c'est un truc que j'ai fait à 2h du matin dans mon lit en rentrant de soirée. Donc Et au final, ouais. c'est quoi la marge du coup quand c'est comme ça? La marge, c'est environ de 20-25%. Ok, ça Ouais. va, c'est pas Donc mal. là, Non, mais là c'est le profit. Je te parle toujours en Ouais, profit. ok, ok. donc là, tu as fait J'en- 3-4 000 j'en- $ à 1h du Ouais, de matin. profit, en- ouais. Ah, Ouais. c'est bien. Ouais. Pas mal. Et combien ça peut rapporter un business comme ça? C'est assez dur de le scaler très haut parce qu'après un moment, on est aussi limité par ses heures. C'est-à-dire que si on crée le design soi-même, même avec l'IA, même avec des templates, etc., Ça prend du temps quand même. ça prend quand même du temps. Et encore une fois, on n'est pas sûr que le produit va marcher à tous les coups. C'est dur à déléguer en plus parce que c'est assez. Ouais, c'est pas facile à déléguer. Il faut vraiment trouver des très bons freelancers qui sont vraiment capables de. Déjà, il faut D'avoir qu'ils de fassent bonnes des idées, designs quoi. pas chers parce que s'ils coûtent cher, ça vaut pas la peine. Il va falloir. C'est un trop gros Qui investissement. détermine Ouais. le prix en fait dans la fabrication? C'est le nombre de couleurs que tu vas utiliser, la complexité du design? Non, même pas. Non, ils sont tous au même prix. Ah, ok, ok. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, quand on vend sur Merch by Amazon, je pense que le prix plancher, c'est aux alentours de 13 $, quelque chose comme ça. Pour Moi, créer je un les, design. je les vends aux alentours de 20 et je gagne 5 $ par t-shirt que je Ils vends. sont fabriqués, expédiés depuis où? C'est Amazon qui a des entrepôts qui fait que ça. Ah, Ouais. c'est directement par Ouais. Amazon? Je Ouais. pensais que tu avais un tiers externe en Non, fait. non, non, c'est non. Amazon. Ouais. Ah, d'accord, ok, Ouais, c'est intéressant. Amazon qui fait tout. Ouais. Donc Qui toi, s'occupe de tout. en toi fait. en tant que vendeur, entre guillemets, tu uploads que des
Ouais. design. Et en fait, ce qu'on touche, C'est c'est génial. ce qu'ils appellent des royalties. Des royalties. Ouais, donc des droits d'auteur, entre guillemets. Donc il n'y a même pas de facture. Et y a tu peux rien. Et ce qui faire, peut être euh, intéressant d'un tu point de peux vue faire fiscal n'importe aussi. quoi, ouais. Non, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est assez. Ouais, il y a C'est des, assez compliqué. il y a ouais. des des sujets qu'on où tu pas, peux ouais. pas faire de design, clairement. Par exemple, il y a un design que j'ai vu passer il y a pas longtemps, je trouvais ça très drôle. C'était des contenus IA générés de Harry Potter, mais où ils sont en train de faire la Ah, fête. mais non, là, Ouais. tu te Et fais- ça, du coup, t'as pas le tu droit. pourrais pas les mettre. Non, Ouais, non, c'est- bah, sur ton C'est sous propre site. trademark Warner Bros, Ouais, j'imagine. Sur ton propre site, ça pourrait passer, mais tu serais pas dans la légalité. Par contre, sur Amazon, ça passe pas. Ton Ok, t-shirt ok. est viré direct et ton compte serait fermé, d'ailleurs. Ok, Ouais. ok. Est-ce que tu as une stat sur, par exemple, si tu uploades 100 t-shirts, 100 designs, combien vont réellement se vendre? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pertes. Il y a en fait, vraiment c'est ça, le le truc. 80-20. Moi, j'ai regardé dans mes stats, c'est 80-20. Ok. Donc, quand c'est tu uploades 20% 100 des designs, t-shirts, t'en ouais. as 80 qui se vendront peut-être jamais Ou qui vont une se vendre une fois par ouais, an, exactement. Ouais. et t'en as 20 qui peuvent te rapporter. Ouais. Ok, C'est intéressant. souvent ça. Ouais. Au niveau de la revente. La revente, non, ça se revend. Ok. C'est pas forcément simple parce que je pense qu'Amazon n'autorise pas directement la revente. Dans leurs termes et conditions, ils n'autorisent pas la revente de business merch by Amazon. Par Mais contre, on ça en se revend. voit sur. On en parfois voit quand même. Je pense qu'ils l'autorisent pas, mais il y a des gens qui arrivent à le faire et je connais des gens qui l'ont fait. Donc, sur a priori, Empire ça se fait, Flipper, ouais. Micro Acquire, des choses Ça se comme fait, ça. ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est tellement passif. Et moi, en fait, je reçois pratiquement la même chose chaque année. Il y a des mois qui sont plus hauts que d'autres. Par exemple, les mois des fêtes, Halloween, par exemple, la fête des pères, etc. Tout ce qui va être Noël. Ouais. À ces mois-là, on va gagner beaucoup plus, par exemple. Mhm. Et par contre, il y a des mois qui sont un peu plus bas. Par exemple, pendant les grandes vacances, on va gagner un peu moins. Mais ça se revend C'est bien. assez ouais. régulier. Quoi, Ouais, comme- c'est intéressant. comme D'année en année, Euh, c'est toujours un peu pareil. Ouais. Ça te rapporte combien par rapport et combien de temps tu passes dessus en fait? Là, je dois passer 1 heure par mois dessus, peut-être. quelque Ok. chose comme ça, Et ouais. ça te rapporte quoi? Quelques milliers d'euros en plus? Sur l'année, une vingtaine de milliers d'euros. De Ouais, profit. un peu plus, ouais, de C'est profit. pas mal. Ouais. Pour 1 heure par mois, Pour ça un va. side Ouais. business, Ouais. Ouais, Ouais, c'est clairement pas mon business principal, mais ça fait toujours plaisir. C'est un petit business, quoi. Un petit plus. très cool. Option de croissance assez basse. Hein. En réalité, c'est assez dur d'atteindre des très gros chiffres, encore une fois. Ouais, Il y en a qui le font, il y en a qui font des centaines, voire même plus de milliers d'euros par mois. Mais Mais ça devient des usines à gaz après là. ça devient des faut le usines à traiter comme un gaz. business principal, du coup. Ouais, il faut le traiter vraiment comme un business principal. Et puis, il y a quand même le risque de plateforme, de se Ouais. faire de se faire sauter la plateforme. Ça reste Amazon. Mais en vrai, on connaît assez peu de personnes qui font vraiment des très gros chiffres dans ce Ouais, business model. ils sont assez cachés, ils ont pas envie ils se montrent pas. Ok. C'est toujours un peu comme les business qui ont une barrière à l'entrée assez basse, généralement les gens se montrent pas. Ouais. Donc on sait pas qui ils sont, ils partagent pas le résultat, mais il y en a. Et en plus, c'est dur de traquer vraiment parce que sur Amazon, en fait, on peut pas voir qui est le vendeur qui, non, on peut pas voir qui quel crée vendeur, ouais, le ouais. design. Ouais, en fait, parce que le vendeur est toujours Amazon. le vendeur, Ah, ouais, sur ok, Amazon, ok. c'est Ah marqué ouais, c'est vendu, hyper confidentiel, créé, ouais. vendu par Ouais, Amazon. Tu peux quoi. pas voir la Ouais. société. Je crois même Non. que tu redonnes tes droits quand tu uploads le design d'une certaine manière. Oui, tu donnes tes droits, C'est ça. ouais. Et après, ils te donnent. Ouais. Après, il y a des gens qui réussissent très bien en print on demand sur Etsy avec leur propre boutique. Il y en a qui traitent ça vraiment comme une marque et ils vont créer, par exemple, des marques de chaussettes imprimées et ça peut faire aussi des millions par an. Ouais. Ok. Business suivant, online arbitrage. T'en as fait. Donc je pense que déjà ce serait intéressant de dire Qu'est-ce que exactement ce que c'est. Ouais. Online arbitrage, donc moi j'en ai fait sur Amazon à mes tout débuts. L'idée en fait ça va être de trouver sur d'autres marketplaces ou d'autres boutiques en ligne, d'acheter des produits bien moins chers que ce qui se vendent sur Amazon. Donc généralement il y a des logiciels qui permettent de traquer le prix sur une boutique en particulier et le prix sur Amazon. Et si on voit que ça vaut la peine de gagner, je sais pas, 5, 10, 15, 20% en plus que le prix auquel il est affiché sur la boutique. L'idée, ça va être d'en acheter 10, 30, 50, 100 et ensuite de les faire directement envoyer chez Amazon dans ton stock à toi. Et ensuite, tu les revends simplement sur Amazon. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment de l'arbitrage. C'est de se dire, j'achète à $5 Tu peux donner là-bas. un exemple sur un truc que tu l'as fait. Je me rappelle, tu l'as fait avec des lunettes, tu crois. Ouais, moi, je le faisais avec des lunettes de piscine que j'ai Ouais. acheté, je pense, $9, quelque chose comme ça. Et, Donc, tu as trouvé un site qui avait une promo sur des lunettes de piscine ouais. précises. Ouais, tu j'en as avais regardé acheté sur des Amazon. centaines et puis je les revendais $25 sur Amazon parce qu'elles se vendaient bien et ça partait comme des petits pains. J'en vendais 10 par jour. Ouais, ça peut aller assez vite. Après, c'est pas un business très tenable dans le temps. C'est ça qui est Non, et difficile, puis ouais. en fait, c'est pas très répétitif parce Ouais. qu'à chaque fois, il faut retrouver une nouvelle opportunité. Tu n'es Ouais. pas sûr de. Et tu construis rien de rien là Ah, tu pour le construis coup. Ah oui, non, absolument non, rien. non. Ça vaut rien en fait Ouais. comme business. Non, non. Donc, ça peut pas se revendre. Ça peut pas se revendre, Absolument c'est hyper time consuming, c'est-à-dire qu'en fait, quand on revient à ce qu'on gagne par heure par rapport à ça, je pense que c'est limite mieux de faire du freelance. Et il y a encore pire, il y a le retail arbitrage qu'on n'a pas mis dans ce business-là, oui. mais qui est le fait d'aller chercher les opportunités dans les magasins de discount. off, ouais. Ouais. Alors là, c'est encore pire parce que tu as l'essence, tu as ton temps, etc. Ouais. Et Dévalorisation Et, de ta voiture. et pour le coup, en plus, tu n'apprends pas une compétence hyper valorisante. Ah bah non, dans parce le que tu te business, greffes sur des Non, pages. vraiment, ouais, c'est un peu un business idiot.
pas méchant de dire ça, mais ouais, non, c'est bien pour c'est se un faire peu- des petits sous quand peut-être. non, mais c'est ouais. bien pour le coup. Là, tu peux Quand on a commenter- beaucoup de temps et qu'on n'a pas Ouais. d'autres skills, peut-être que ça Clairement, peut être un clairement. bon départ. Clairement. ça peut être bien de faire Et ses puis- premiers 10 000 euros, de les réinvestir par la suite dans autre chose. Voilà. Ça peut permettre de C'est découvrir bien la pour ça, ouais. plateforme Amazon, tu vois. Par Ouais, exemple, bien sûr. la personne va comprendre comment ça fonctionne, Amazon, etc. avec ça. Donc ça peut être un premier pas. Mais après, c'est clairement pas un business que tu vas pouvoir beaucoup scaler. Tu vas être bloqué par ton temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en inconvénient? Ouais, ça se revend pas. C'est pas très difficile. Ouais, le seul avantage, en fait, c'est que c'est pas très difficile et, Ouais. que ça demande Et ça demande assez pas de peu de budget, moyens. Bah encore oui, une fois, en fait, tu t'achètes ce que tu as les moyens d'acheter. Donc, si tu vois une opportunité, tes lunettes à 9 balles, Ouais. bah, celui qui a vraiment un tout petit budget, Ouais. même s'il a que 100 balles, par exemple, bah, il en achète 11 paires et il peut commencer comme ça. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur le online? Non, Je il n'y a pense pas grand-chose à dire, c'est pas un business très profond. Bon, Mais- c'est bien pour faire ses premiers sous, je pense que c'est ça. Ok, affiliation. Bon, là, je pense que c'est un boulevard. Il y a beaucoup de choses à dire Il y a là-dessus. tellement de choses à dire, ouais. C'est un business que je pratique, malgré moi, à Ouais. travers la chaîne. Mais ouais, c'est un business qu'on peut pratiquer, c'est une discipline qu'on peut faire de tellement de Ouais. façons. C'est-à-dire que soit vous avez de l'influence, comme moi, avec la chaîne, où je vais pouvoir mettre des liens affiliés vers des produits que j'utilise moi-même. Et quand les gens vont passer par ce lien, eh bien, je vais recevoir une commission. Et quand c'est bien fait, c'est un business qui est chouette parce qu'en soi, c'est des produits que j'utilise réellement, Ouais. dont je fais faire la promotion. Et les gens qui vont passer par ces liens-là, ça va rien changer pour eux. Parfois, ils vont même avoir une promotion en passant Bien par sûr. ce lien. Donc, Ouais. c'est encore mieux. Tout le monde est gagnant. Et donc, ça peut être un business chouette. Après, il y a d'autres façons de le faire. Ça peut être à travers des blogs, ça peut être donc avec du SEO, ça peut être à travers également de la pub. Il y en a qui font de la pub pour vendre des produits. Donc, ça, c'est souvent sur des produits un peu high ticket pour que ça vaille le coup. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Avantage, bah, on peut le commencer avec pas grand chose en fait. À chaque fois, si on fait du SEO par exemple, un blog, bon, bah, c'est le prix de l'hébergement, du nom de domaine et tu peux commencer. Surtout avec l'IA aujourd'hui, on peut écrire des centaines d'articles assez rapidement. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des choses en partant d'un blog comparatif par exemple. Ouais. Moi, je pense qu'un très bon exemple qui me vient là, c'est les numériques. Ouais. Exact. Ouais. Voilà, je pense que tout le monde connaît ce site. Quand on veut acheter un produit électronique, on va toujours aller voir la review sur ce site. Et à chaque fois que tu cliques, en fait, ils t'es tagué. doivent faire des millions rien qu'en affiliation, quoi. Pour moi, c'est un parfait exemple. Après, sur des plus petits blogs, je pense qu'en se nichant bien, on doit peut-être pouvoir trouver des thématiques sur lesquelles il y a encore de l'argent à faire. Moi, j'avais vu aussi des sites de vente de produits de sommeil, style les matelas, tout ça. De tout, en fait, c'est infini. Donc, je pense que... Je pense que ouais, sans budget de départ et en ayant trouvé la bonne niche, ça doit être possible de faire quelque chose. Ok, et pour ce qui est des inconvénients, je vais vous en partager quelques-uns que je vois personnellement en le faisant, justement, l'affiliation. Déjà, il peut y avoir le souci avec les plateformes. Du jour au lendemain, elles peuvent réduire les commissions. J'ai eu le cas avec un partenaire avec lequel je travaillais, par exemple, pour les hébergements. On avait fait une vidéo, comment créer son site web, etc. Et donc, SiteGround donnait une belle commission à l'époque. Et là, ils l'ont divisé par deux. Et en plus, ils ont changé la façon dont les cookies étaient traqués, je sais plus quoi. Ce qui fait que, je sais pas, le revenu mensuel que me rapportait ce partenaire, il était divisé par 4 ou 5 depuis la... Tu n'as pas vraiment de contrôle sur ton business en fin de compte. Parce que si un changement après, majeur, il faudrait changer de partenaire. Tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est souvent, ces gros partenaires, ils prennent trop la confiance et puis ensuite, ils sont trop confortables. Ils n'ont plus forcément besoin de ton business parce que ça y est, ils ont suffisamment de flux. Et dans ces cas-là, il faut aller vers un autre hébergeur. Le souci, c'est qu'on utilisait SiteGround jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à temps qu'on passe sur Framer. Mais du coup, moi, je fais la promotion que de ce que j'utilise. Je vais pas envoyer mon trafic vers quelque chose que j'utilise pas, tout ça pour avoir une plus grosse commission. Quand tu fais via de la création de contenu, c'est important, je pense, parce que si tu commences à vendre des choses auxquelles tu crois pas, ça donne pas une bonne image, je pense, à long terme. Ensuite, le deuxième souci, c'est pour ceux qui vont le faire sur des produits physiques avec de l'affiliation vers Amazon, par exemple. Les commissions sont assez basses et plus ça va, plus ça descend. Donc, Amazon a encore réduit les commissions il n'y a pas si longtemps, mais une année ou deux. Tous les 2-3 mois, ils t'annoncent que ça va être différent, etc. Donc, c'est pas très intéressant de ce côté-là. Je trouve, franchement, l'affiliation, si quelqu'un nous regarde et veut se lancer, je pense qu'il faut vraiment targeter tout ce qui va être produits digitaux. C'est-à-dire ce que je fais avec les SaaS, avec les recommander des applications, par exemple. Je pense que c'est là où c'est le mieux parce qu'en fait, la personne vers laquelle tu envoies du trafic, elle a une marge qui est vraiment très importante, donc elle peut te donner beaucoup. Et si c'est un peu high ticket, c'est encore mieux. Et puis, voyez en fonction de votre notoriété ce que vous pouvez négocier. Parfois, vous pouvez négocier un rev share, c'est-à-dire que quand le client rentre à travers votre lien, eh bien, sur la durée de vie du client, vous continuez à toucher de l'argent en fait, sur tous ses achats futurs ou sur son abonnement futur. Donc ça peut être intéressant. Et une dernière limitation que je vois à ce business, mais encore une fois, c'est un business qui est intéressant, je ne suis pas en train de le détruire, c'est tous ces blogs qui faisaient des comparatifs comme tu étais en train de dire. Je ne sais pas si vous avez changé un peu vos manières de consommer dernièrement, mais moi, avec ChatGPT, dès que je cherche un produit, etc.,
je vais lui marquer à ChatGPT, tu peux me comparer tous les produits pour ça, par exemple, et il va me sortir une liste. Et en fait, c'est le travail que faisait avant un blog. Et je pense que de plus en plus de gens vont utiliser le LLM les LLM. LLM. Et je pense de plus en plus de gens vont utiliser du ChatGPT, Claude, etc. Perplexity surtout aussi. Ou Perplexity, des choses comme ça, pour avoir des résultats qui vont être pertinents et rapides. Et ça, je pense que c'est une grosse faiblesse sur tous ces blogs un peu juste niche de comparer. Bon, après, les shifts de consommation mettent du temps à opérer, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être néfaste sur l'avenir de ce business model. Donc voilà, mais sinon, ça peut être très très intéressant comme business model et il nous est utile à nous dans nos lancements de produits en SaaS, etc. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos stratégies, donc on va pas arrêter de l'utiliser. Il y a un gros autre inconvénient aussi, c'est pour tous ceux qui font ça via le SEO. Google changements. peut, il y a beaucoup tous les mois il y a des changements sur Google dans le ranking et ton site qui peut être premier peut se faire déranker. Il y a des gens qui se font sauter leur site, donc et qui faisaient des centaines de milliers de vues par mois. Tu peux tomber à zéro en quelques mois. Tu as une double dépendance. Celui qui a un site de niche qui fait de l'affiliation avec Amazon et qui est dépendant aussi de Google pour le ranking, tu as deux trucs qui peuvent péter, quoi. Mais je pense aussi que avant d'avoir quand même des résultats corrects qui génèrent un revenu correct, je pense que ça demandera peut-être plus de difficultés que les autres business models dont on a parlé avant pour le coup. Par contre, c'est très passif, je pense. Très passif une fois que c'est lancé, mais la sandbox, c'est le fait d'être bloqué dans les résultats de recherche de Google avant qu'ils te fassent sortir un peu. Ça peut prendre du temps un peu. Tu as au moins 3-4 mois avant de. Et sans même avoir la garantie que la niche d'affiliation dans laquelle tu t'es mis. Si tu as bien fait tes recherches, non, tu peux viser juste, mais ça met un peu de temps avant vraiment d'avoir du passage naturel sur ton site. Après, encore une fois, il y a 1000 façons de faire de l'affiliation. Personnellement, si je devais faire uniquement de l'affiliation, demain, je le ferais plutôt avec YouTube puisque tu ranks directement et si tu fais des trucs pertinents. Je pense que je le ferais en ads par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui mettent des budgets et qui trouvent les bons produits, des produits digitaux. Ça peut aller très vite, très loin. Par contre, ça peut aussi tomber très vite, très bas. Et pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure à Loïc en termes de qu'est-ce que ça peut me rapporter, moi, ça me rapporte entre 100 et 150 000 $ à peu près par an sur les divers produits dont je fais l'affiliation. Et encore, c'est parce que tu pousses pas forcément des produits auxquels tu crois pas. C'est pour ça que je dis toujours je fais de l'affiliation malgré moi parce que je suis pas du tout un mec qui fait de l'affiliation. Non, pas du tout. En plus, tu t'en parles pas souvent. Non. Donc, c'est un peu malgré moi, mais ça reste un très très bon business du coup parce que on ne l'a pas dit dans les avantages. Quand tu envoies un client vers, je sais pas, une application, etc., ensuite, toi, tu touches ta commission, mais tu gères pas du tout le support, etc. Tu n'as pas eu à créer de produit. Et ensuite, la vie du client, ça t'intéresse plus, quoi. C'est plus ton problème. Tu touches la commission et c'est fini. Et ça c'est quand même chouette. Ça, c'est vraiment chouette. En termes de revente, ça se vend correctement. Il y a des sites d'affiliation qui se vendent bien. C'est correct. Sur Flippa, c'est une des plus grosses sections, c'est la revente de sites d'affiliation. Par contre, ça dépend encore une fois comment tu as créé ton business d'affiliation. Ma chaîne YouTube, très très difficile à revendre. Tu vois, donc la partie affiliation, ce serait impossible à revendre pour mon cas. Si c'est un site, ça peut se revendre plutôt bien. Ensuite, le business suivant, ça c'est Loïc qui fait ça. OnlyFans Management. Non, je plaisante. Là, pour le coup, aucun de nous à cette table fait du OFM, la OnlyFans Management, mais c'est un business qui a émergé dernièrement avec des chaînes assez connues. Tu m'en parlais. Je pense que ça fait en France bien 1 an et demi, 2 ans que ça s'est bien développé. Aux États-Unis peut-être un peu avant. Et c'est vrai que là, on voit émerger des grosses chaînes YouTube avec de gros chiffres de vente de formation et aussi de chiffres en tant qu'agence. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne opportunité pour les gens qui n'ont pas de problème avec ça. Éthiquement, moi, je suis contre. Mais après, il y a quand même... tu peux expliquer le business model juste Le business model, donc, ça va être d'embaucher des femmes qui souhaitent partager du contenu pornographique ou érotique et gérer en fait leur carrière, donc gérer leurs canaux d'acquisition, comment trouver des clients, comment aller trouver des clients. Et, parler aux clients. Exactement, et aussi comment processiser un peu leur business pour le scaler en fait. Et en fait, les filles, elles se retrouvent à faire uniquement les photos. Les agents, je crois qu'elles prennent quand même des grosses commissions, parfois la moitié ou plus. Ça dépend vraiment du modèle. Donc les modèles vraiment débutantes qui n'ont pas encore fait leurs preuves, ils peuvent aller jusqu'à 60% de leurs revenus. Après, certaines, ça va plutôt être 15-20% si elles ont déjà une certaine notoriété et si leur chiffre augmente, parce que bien sûr, elles vont avoir le levier... des résultats qu'elles ont déjà. Mais bon, c'est du proxénétisme du web. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, il n'y a pas de relation sexuelle, mais... Après, en fait, il y a souvent un truc qui revient, c'est de dire que c'est pas moral par rapport à la fille. Mais en fait, les filles, elles souhaitent déjà partager du contenu érotique et bien souvent, elles le font déjà. Donc en fait, tu vas les aider à gagner plus de revenus. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de l'exploitation de ce côté-là. Par contre, le vrai problème éthique pour moi,
c'est le fait qu'en fait tu arnaques les gens, les clients finaux qui achètent, parce qu'en fait ils parlent pas réellement à la fille, ils parlent à quelqu'un qui fait du chatting. Les photos sont pas des photos live, c'est des photos qui ont déjà été prises, et là on arrive même à un nouveau cap où c'est des photos d'IA. Donc finalement c'est pas vraiment éthique pour le client final qui va peut-être parfois payer des centaines de dollars tous les mois pour des conversations privées, et finalement il parlera jamais à la fille. Il y a clairement des gens qui sont accros aux filles et qui sont prêts à lâcher des centaines voire des dizaines de milliers d'euros pour avoir des photos d'elles qui sont soi-disant d'elles mais qui le sont pas, quoi. Alors après ça a l'air facile comme ça, mais j'ai regardé un peu plus en détail et c'est pas... Ouais. Dis-nous en plus. Je m'intéresse toujours aux nouvelles opportunités, donc j'ai regardé par curiosité. Et ça demande quand même certaines compétences en marketing, en acquisition. Il faut être capable d'aller pouvoir les embaucher, ces modèles, les convaincre. Faut avoir un bon site internet qui inspire confiance. Il faut connaître aussi les process pour pouvoir automatiser tout ça avec le chatting, les photos, etc. Donc il y a quand même tout un travail, et surtout on travaille avec 2 couches différentes, à savoir d'abord les modèles et ensuite le client final. Donc il y a quand même cette gestion des modèles d'humain qui est énorme. Et personnellement, moi, ça, je trouve que c'est un désavantage majeur parce qu'on est quand même très très dépendant de ces personnes. Il suffit qu'il y ait un modèle qui ait plus envie de bosser ou qui soit malade ou quoi. Si vous avez qu'une petite équipe de 5 ou 6 modèles, finalement, vous allez vous retrouver avec votre revenu qui va fondre. Donc voilà, en dehors du problème éthique, il y a aussi ça, je trouve, qui est un gros inconvénient. Et après, en avantage, pas beaucoup de... Après, en avantage, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'argent pour se lancer, à part peut-être d'avoir un site et de se former. Il y a beaucoup de formations qui expliquent justement comment aller trouver ces modèles, comment monétiser, etc. Donc je pense qu'en se formant un minimum et en ayant de quoi faire un petit site et démarrer, on doit pouvoir déjà générer un petit peu de revenus. Tu as déjà des idées de combien ça peut rapporter ces business-là, de ce que tu as pu voir? De ce que j'ai vu, ceux qui tournent vraiment déjà bien, j'ai vu des binômes qui arrivent à se sortir entre 15 et 20 000 de profit par mois à 2. C'est ce que j'ai vu aussi. Là, j'ai des connaissances qui sont arrivées à Panama, qui font ce type de business et ils sont autour de... Après, donc j'en ai vu après qui font des millions, mais très très peu. Je sais pas si c'est vraiment finalement le meilleur business en soi. Je trouve pas que c'est finalement. Est-ce que c'est vraiment le meilleur business model, parce que d'arriver à sortir entre 15 et 20 000 à 2 pour faire un truc un peu bancal, un peu éthique, cracra, et tu sais pas s'il y a des régulations qui changent demain. Imagine, tu t'es considéré comme un proxénète. Peut-être que les plateformes vont pas accepter ça non plus. Et au final, en plus, je pense pas que tu construises d'actifs, parce que je doute que ça se revende facilement. Je sais qu'ils se vendent les modèles entre eux. Ils se vendent les modèles entre eux, mais l'agence en elle-même, je pense que ça vaut rien. Mais les modèles, peut-être, mais c'est du trafic d'êtres humains, quoi. Enfin, là, on en est là, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'on va pas raconter grand-chose de plus, à moins que tu avais quelque chose à ajouter. Non, mais moi j'ai vu aux US des gens qui faisaient des gros chiffres, mais encore une fois, de ce que je sais sur OnlyFans, c'est que c'est plus que le 80-20, c'est peut-être 5%, 95%, c'est-à-dire que 5% des modèles, c'est eux qui font la majorité des profits. Donc à moins que tu trouves vraiment des modèles, que tu signes vraiment des modèles très très hauts et qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ça va être difficile, je pense. Ensuite, un autre business qui va un petit peu dans la continuité du online arbitrage, c'est le wholesale sur Amazon ou sur d'autres plateformes d'ailleurs. C'est en fait le fait d'acheter encore une fois des produits d'autres marques qui ne nous appartiennent pas, mais là en ayant un canal plus direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la promotion sur un autre site ou dans un magasin. Là, vous allez acheter soit un distributeur, soit directement à la marque, et vous allez le vendre sur un canal comme Amazon ou bien eBay, etc. C'est un business que tu as également un petit peu fait, il me semble. J'en ai fait juste après l'online arbitrage, effectivement. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais trouvé des distributeurs de produits de beauté aux US, et donc j'achetais des produits de beauté, en gros, des crèmes, etc. Et je les revendais encore une fois sur Amazon. C'est franchement mieux que l'online arbitrage. Parce qu'il y a une continuité, en fait. Il y a une continuité. Quand tu n'as plus de stock, tu peux en racheter, tu es sûr de pouvoir l'acheter à ce même prix. Alors que quand c'est du online arbitrage, s'il n'y a plus le discount, tu n'as plus de marge. Profit. Et ce qui est bien, c'est qu'on construit aussi des relations avec les distributeurs. Donc généralement, si on construit une bonne relation, ils vont peut-être pas vendre ce produit-là à trop d'autres vendeurs. Tu peux avoir des facilités de paiement. Donc ça peut être intéressant. Parfois, tu payes à 45 jours, donc tu as le temps de vendre ta marchandise avant d'avoir à la payer. Après, il y a un vrai inconvénient, je pense, c'est le nombre de vendeurs qui vont se mettre à vendre la même chose. Et c'est une guerre des prix, finalement. J'imagine que ça peut devenir malsain. Et pire que ça, tu peux carrément perdre le fait de vendre le produit. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé. Donc, le seul produit que j'ai vendu en wholesale, j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, c'était des sprays défense. Et donc, j'avais trouvé cette super opportunité. Je trouve le distributeur en France qui vend ça, Sabre. Et donc, je veux vendre ce produit. Je le vends. J'en envoie une cargaison chez Amazon. Ça part comme des petits pains à balles.
Et en fait, quand je vais pour recommander, l'autre personne qui vendait déjà ce produit-là, qui était revendeur, m'a bloqué en fait. T'as éjecté. Ouais, et j'ai pas pu continuer à vendre ce produit-là. J'ai même été directement voir la marque, essayer de passer au-dessus du distributeur et j'ai rien pu faire. Donc en fait, tu es vachement dépendant de la marque, de si elle va continuer à vouloir te vendre le produit. Donc ça, déjà, ton business, il a une grosse faiblesse de ce côté-là. Ouais. Et tu construis pas grand-chose au final. Tu construis absolument rien. Tu fais tout le travail pour eux. Ouais. Et si eux, demain, ils décident de couper tous les revendeurs, tu vois, la marque en question, elle pourrait dire, en fait, je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne une cut en plus. Je vais vendre directement. C'est pas très compliqué de vendre sur Amazon. Tu vois, tu t'envoies du stock. Surtout s'il y a un flux. Après, il y en a qui ont quand même construit des gros business avec ça. Il y a un Américain qui s'appelle Smartest Seller, je pense, quelque chose comme ça, et qui fait environ 100 millions de dollars par an. Et c'est majoritairement du wholesale. Mais il a dû bien ficeler tous ses contrats. Ah oui, c'est bien ficelé, exactement. Il en est à un niveau où, en fait, il a tellement de références, il a des dizaines de milliers de références, et si quelqu'un le bloque sur un produit, c'est pas problématique parce qu'il en a tellement d'autres qui continuent à vendre. Donc ça peut faire des très gros business parce que généralement, c'est des marques, par exemple aux États-Unis, ça va être des marques où la marque ne va jamais vendre en direct. Donc les marques qu'on va retrouver, je sais pas moi, chez Walmart, etc. Il ne faut jamais dire jamais parce que peut-être qu'un jour, ces marques-là voudront et comprendront qu'elles peuvent améliorer leur marque. C'est exactement ça. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai des clients de mon agence qui sont des grosses marques et qui justement viennent me voir. Commencent à comprendre. Parce qu'en fait, ils savent que les distributeurs vendent sur Amazon, ils commencent à avoir l'opportunité et ils viennent pour déjà savoir comment reprendre le contrôle et les dégager et aussi pour pouvoir commercialiser, comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que de moins en moins, il va y avoir d'opportunités sur revente. Ce parce que quand même, c'est le site e-commerce numéro 1. Tu as une équipe de 2-3 personnes full-time pour une très très grosse marque, ça suffit. Quelqu'un qui fait la pub, quelqu'un qui gère un peu le SEO, les visuels et quelqu'un qui gère la partie logistique du compte et le support éventuellement. Tu as 3 personnes full-time pour un compte qui fait plusieurs millions. Aucun intérêt de vendre avec des distributeurs finalement. Clairement. Parce que ce qui faisait peur à toutes ces marques, c'est le e-commerce un peu 1.0 qui était d'avoir son propre site et de gérer sa propre logistique. Amazon t'offre le trafic et la logistique. Donc en fait, ces grosses marques, elles ont tout intérêt à vendre en direct. Donc ça, c'est l'énorme faiblesse de ce business vraiment. Je sais pas s'il y avait d'autres choix. Tu construis pas un actif, tu fais tout le travail pour une marque qui ne t'appartient pas. Il y en a qui ont réussi à le revendre, mais ça se revend. Les contrats peut-être, mais ça doit être anecdotique le nombre de personnes qui ont revendu leur business. Les contrats d'exclusivité, les processus, ça se revend, mais bon, c'est pas comme d'autres business, c'est sûr et certain. Ouais. Pas super business, mais allez, si on doit donner un avantage, ça se commence avec assez peu d'argent et il n'y a pas de produit à créer. Tu vends un truc qui se vend déjà. Ouais, tu sais qu'il y a de la demande. Ou alors, parfois, tu arrives comme nouveau venant sur Amazon parce que le produit ne se vend pas. Tu sais, des produits très spécialisés de pêche, j'en sais rien, tu es passionné d'un truc en airsoft, un truc comme ça, qui se vend uniquement dans des boutiques spécialisées habituellement. Tu l'emmènes sur Amazon. Tu peux réussir comme ça. Mais il y aura toutes les faiblesses qu'on a citées. Ensuite, le business model suivant, ça va être les agences. Donc ça va être un peu la continuité du premier business qu'on a cité tout à l'heure, les freelance. Donc une fois que tu as suffisamment de clients et que ça scale à un point où il va falloir recruter, eh bien, tu peux passer sous un format qui s'appelle agence. C'est quelque chose que tu fais, on l'a dit tout à l'heure. Donc, si tu peux nous décrire un petit peu le business model et nous parler des avantages et inconvénients. En fait, quand on est freelance, comme je disais tout à l'heure, on va vraiment donner un plafond de verre. Et donc, il y a deux parties. Ça va être soit de se dire, je suis déjà bien dans le cas de figure actuel parce que ça a quand même beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe à manager, on est quand même très, très mobile. On ne va pas avoir d'attache professionnelle. Personne ne dépend de nous et on dépend de personne. Donc, beaucoup d'avantages. Par contre, on ne va pas forcément pouvoir aller chercher les mêmes chiffres que sur une agence. L'agence, en fait, ce qu'on va commencer à faire, c'est recruter des gens et déléguer de plus en plus. Et donc, se concentrer davantage sur la partie business development, stratégie et faire l'opérationnel à d'autres personnes qu'on va former. Nous, en l'occurrence, là, on est 3, bientôt 4 dans mon agence. Ça nous a permis de vraiment déléguer des choses répétitives, très très opérationnelles et à faible valeur ajoutée et de nous concentrer vraiment sur la partie stratégique qui intéresse les marques, passer plus de temps avec eux sur des calls, passer plus de temps sur du consulting également. Après, en inconvénient, ça va être qu'on a des personnes à gérer. Moi, je pense qu'une fois qu'on arrivera à 5 personnes, je ne sais pas si je continuerai encore plus que ça. Parce qu'en fait, après, il y a encore un autre inconvénient, ça va être qu'il va y avoir 2 couches de management. Donc, il va y avoir moi qui m'occupe de quelqu'un qui lui-même va s'occuper de 2 autres personnes. Et là, je trouve que ça commence potentiellement aussi à perdre en qualité de service. Moi, ce que j'aime, c'est garder quand même la même expertise que j'ai en tant que freelance maintenant et que ma copine a également dans l'agence,
plutôt que d'aller prendre des gens qui vont être vraiment beaucoup trop juniors et qui vont être amenés à travailler sur des comptes directement dans la stratégie. Et donc, à terme, ce que tu préférerais, c'est peut-être avoir un pricing qui soit plus élevé, avoir moins de volume de clients, mais conserver finalement cette qualité que tu as. C'est ce qu'on fait là. Je sais qu'on la est direction pas, que tu prends. on est, Une petite équipe. je pense qu'on est dans les plus chers. Mais ce qui fait mouche à chaque fois, c'est que justement, notre positionnement, et c'est ce que je dis lors de ma présentation à chaque fois, c'est qu'on est vraiment entre le freelance et la grosse agence. C'est-à-dire qu'on va avoir l'expérience de plusieurs freelances aguerris sans avoir les inconvénients d'une grosse agence qui va déléguer potentiellement à un alternant la gestion d'un compte ou à quelqu'un même qui n'est pas alternant mais qui est là depuis 1 an. Mais pour moi, on n'est pas expert en 1 an. Et pourtant, ils vont facturer exactement le même montant qu'à l'autre client qui a peut-être eu quelqu'un qui est là depuis plus longtemps. Donc je pense que voilà, l'angle en tout cas que j'ai envie de garder, c'est ça. Une équipe à taille humaine qui délivre toujours une expertise de la même qualité qu'un freelance. Donc en termes d'avantages, qu'est-ce que tu vois à l'agence ? Ça va permettre de passer un cap de chiffre d'affaires et de sortir de l'opérationnel. Okay. Donc moi, personnellement, l'opérationnel, je commençais un petit peu à avoir fait le tour. Vu que ça fait quand même 4 ans que je suis sur Amazon. Donc ça m'ouvre un peu d'autres perspectives parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ça demande quand même certaines qualités de monter une agence qui n'ont rien à voir avec l'expertise Amazon. Donc il faut trouver d'autres canaux d'acquisition pour aller chercher toujours plus de clients. Il faut être bien meilleur commercial, il faut savoir faire des présentations, il faut être capable d'avoir des interactions vraiment avec des groupes parfois de 10 personnes dans des bureaux en caméra et pouvoir avoir la prestance qu'il faut et le sérieux qu'il faut. Donc c'est quand même vraiment un autre step par rapport aux freelance qui demandent beaucoup d'autres compétences. Là maintenant, je fais aussi des ressources humaines vu que j'ai embauché 2 personnes. Il faut savoir faire des entretiens, il faut savoir identifier des bons profils. Donc voilà, ça demande quand même d'autres compétences. Mais ça va permettre de sortir de l'opérationnel. Et ça, je pense que c'est l'avantage principal, en plus de générer davantage de revenus. Ok, et souvent on pense à agence, le fait que tu aies un site, que ce soit à part, mais en soi, tu pourrais aussi avoir une agence sur les plateformes comme Malte, etc. Et donc, scaler, mais tout en utilisant la force de ces plateformes. C'est ce que je fais, hein, d'ailleurs. Okay. Maintenant, j'ai toujours des leads en tant que freelance qui arrivent, et quand on fait l'appel, je leur explique que j'ai switché sur la partie agence maintenant. Okay. Mais c'est jamais mal perçu parce que justement, on garde cet angle où on est uniquement des experts toujours d'Amazon et qu'on ne va pas déléguer justement à des account managers parce que justement les personnes qui vont sur des plateformes freelance recherchent vraiment à travailler avec de vrais experts et pas avec un employé qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ok. En termes d'inconvénients ? En termes d'inconvénients, pour moi, c'est vraiment, je pense, de devoir gérer plus de personnes. Ouais. Et bon, certes, on peut tout faire en remote, mais je pense que si j'arrivais au bout d'un moment avec une équipe de 10-12 personnes, ça me rajouterait un stress et c'est un stress que j'ai pas envie d'avoir. J'avais quitté le salariat parce que j'aimais pas avoir trop d'interactions avec des gens dans une journée parce que quand tu as des employés, tu peux pas dire aujourd'hui j'ai pas envie de parler, tu es obligé de travailler avec eux. Et il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours aussi ça va peut-être mal se passer avec certains profils, va peut-être falloir en licencier, en réembaucher d'autres, etc. Donc ça crée quand même un nouveau stress. Après ça c'est quelque chose qui t'est personnel, tu n'aimes pas ça. C'est quelque chose qui m'est personnel, ouais. Après, mais c'est un point négatif. Pour ceux qui ne moi, veulent pas avoir des grosses équipes, beaucoup d'humains, c'est le problème. Ouais, si tu veux vraiment scaler à un bon niveau, il faut de l'humain. Je pense que le problème de l'agence c'est la scalabilité, quoi. C'est vraiment le fait qu'en fait, à partir d'un moment, si tu veux atteindre des très gros chiffres, tu es obligé d'avoir X nombre de personnes derrière chaque client et que si tu as envie d'avoir 30, 40 clients, tu peux pas le faire avec des équipes de 2-3 personnes, ou à moins que ce soit vraiment des très petits travails, mais sinon c'est pas possible. Ouais. Et du coup, ça apporte 2 dangers, le fait d'avoir beaucoup d'équipes. T'es pas sûr d'avoir une compétence, un niveau de qualité qui va être lisse à travers toutes tes équipes. Et puis les mois où t'as pas suffisamment de clients, t'as une grosse marge salariale, une grosse masse salariale. Ce qui revient souvent dans les agences en pleine croissance, c'est qu'en fait il va y avoir des mois où ils vont faire de très gros chiffres, mais à perte. Parce que justement, ils ont grossi trop vite et tu es obligé d'embaucher. Dans la précipitation, tu vas peut-être faire des mauvaises embauches. En France, une mauvaise embauche, c'est juste une catastrophe. T'es marié avec. Donc, soit tu vas devoir payer cher, soit tu vas en plus l'avoir sur des comptes clients où il va mal travailler. C'est un effet boule de neige qui va peut-être falloir. Ça peut prendre 6 mois avant de vraiment sortir la tête de l'eau de ça. Donc, ça, c'est aussi un inconvénient. Ouais. Quand tu vas croître trop vite, tu peux aussi te retrouver à plus gagner d'argent finalement. Et en termes de revente, si tu voulais revendre ton agence, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça donne les multiples ? Faudrait déjà que j'arrive à un certain chiffre d'affaires. J'ai regardé, c'est à peu près entre 800 000 et 1 million. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas ? Tu peux, mais les multiples seront très faibles parce qu'en fait, c'est un actif à risque finalement parce que tu as peu de clients dans ton portfolio et c'est surtout toi qui fais la majeure partie du travail d'acquisition et d'opérationnel. Donc nous, là, on est 3 actuellement et bientôt 4 comme je disais. Mais du coup, les founders, c'est ma copine à moi. On est 2 sur les 4. Donc s'il y en a 2 sur les 4 qui s'en vont et qui sont ceux qui font tourner la boîte, forcément, c'est plus très intéressant pour quelqu'un qui va racheter. Ça veut dire que lui, il faut qu'il ait
exactement la même expertise que nous à minima pour pouvoir continuer à développer l'agence. Et donc finalement, travailler surtout. Et il a peut-être mieux fait finalement de monter sa propre agence. Ouais. Donc puis les gens, quand ils veulent racheter des business, ils veulent racheter un truc qui tourne déjà aussi. C'est ça l'important quand tu rachètes un business. La seule façon de le revendre, donc, ça serait d'arriver à des niveaux de business qui soient quand même assez élevés, d'avoir des employés qui soient aussi bien formés que toi et d'avoir suffisamment de clients pour que ça split le risque. Et des canaux d'acquisition bien répartis entre eux et qui ne dépendent pas du founder. Ok. Et en termes de multiples, quand tu remplis toutes ces contraintes normalement, de ce que j'ai regardé, c'est à peu près 2 ans de chiffre d'affaires. Ok, 2 ans. De chiffre d'affaires ? Ouais. Ok. Wow. Qui n'est pas énorme non plus en vérité. Ouais, les marges sont grosses en vrai aussi. Ouais. Ok. Donc, sachant que tu marges à combien à peu près ? Là, actuellement, je suis à 60%, en sachant que je réinvestis quand même beaucoup. Là, cette année, par exemple, j'ai mis beaucoup d'argent dans mon site internet. Je l'ai refait à 100%. J'ai mis beaucoup d'argent dans le SEO. Donc, j'essaie quand même toujours de réinvestir une partie. Mais ouais, j'arrive quand même à 60%. Je pense qu'en coupant encore quelques couches, je pourrais arriver peut-être dans les 70%. Ok, intéressant. Le business suivant, TikTok Shop. Alors, je sais que c'est un business qui te passionne dernièrement. Donc, si tu peux nous en parler, nous dire qu'est-ce que c'est que TikTok Shop. Je pense que ça va être une des grosses opportunités 2025. Ouais, je pense qu'on va beaucoup plus en parler dans les mois à venir lorsque ça va sortir en France. Donc, c'est sorti aux États-Unis pour l'instant. Donc, c'est une fonction qui va permettre en fait dans TikTok d'acheter directement des produits qui sont mis en avant par les créateurs, mais de les acheter pas via un autre site internet ou pas via Amazon, mais de les acheter directement via TikTok. Donc en fait, ils ont créé leur propre marketplace. Donc en fait, vous allez avoir des millions d'utilisateurs qui sont déjà là, qui peuvent acheter votre produit directement via des mises en avant de créateurs ou via de la publicité. Et donc, c'est tout simplement une révolution parce qu'il n'y a aucun autre réseau social qui a fait ça de cette façon. Ils ont fait, je crois, plus d'1 milliard en seulement 1 an de chiffre d'affaires, ce qui est énorme entre septembre 2023 et septembre 2024. On avait vu la stat Amazon dans leurs 3 premières années de lancement, c'était 194 millions. Donc certes, c'était il y a très longtemps et ils n'avaient pas la même audience que ce que TikTok a, mais c'est quand même une stat intéressante. Et ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, ça va permettre de développer les e-commerce existants, que ce soit Amazon ou hors Amazon, parce que du coup on va avoir un nouveau canal d'acquisition. Sachant qu'il sera possible d'utiliser la logistique d'Amazon pour livrer le client final. Exactement. De plugger ça à TikTok, donc c'est très puissant. Donc c'est énorme. Et surtout aussi, TikTok est en train de mettre en place leur propre logistique, il faut le savoir. Donc bientôt on pourra vendre uniquement via TikTok. Ils vont avoir du taf pour faire la compétition à Amazon niveau logistique, c'est la meilleure du monde. Donc, mais ce qui va le plus intéresser les personnes ici, je pense, c'est les 2 autres options qu'on peut commencer avec 0. Ça va être soit de créer du contenu et donc d'être dans le programme affilié TikTok qui va permettre de négocier des commissions. Et c'est tout internalisé, il n'y a même pas besoin de se compliquer la vie, aller sur des sites externes ou quoi. On peut directement négocier la commission avec le créateur, c'est directement reversé au créateur via la plateforme TikTok. Donc c'est super simple, on crée du contenu, on est payé à la commission. Et c'est aussi simple que ça. Donc on peut commencer avec 0. Après, il faut se faire la notoriété pour pouvoir attirer justement des gens qui veulent te payer pour faire la promotion des produits. Mais là, on est plus dans une phase où les créateurs qui commencent à marcher à peu près correctement reçoivent tellement de demandes qui répondent même pas. Donc je pense que si on se donne un peu les moyens de se former et à comprendre comment bien faire du contenu, il y a une vraie opportunité business pour moi. Enfin, vous le savez comme moi, quand on est early quand on commence un business tôt, quand il vient de se lancer et que personne n'est encore vraiment professionnalisé, c'est là où on peut se faire beaucoup d'argent. Et je pense que TikTok Shop, c'est vraiment ça actuellement. Et surtout pour la 3e façon de s'en servir dont on va parler maintenant, c'est d'acheter des produits directement chez des fournisseurs et de les vendre sur TikTok. Et c'est le fournisseur qui va directement envoyer la marchandise chez le client. Donc là, vous êtes juste un tiers de confiance qui va vendre le produit pour le fournisseur. Et là, vous touchez votre marge à vous et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin d'acheter de stock. Et voilà, là, c'est du dropshipping TikTok en fait. C'est un peu comme du dropshipping, mais sans tous ces côtés problématiques qu'on pouvait avoir par le passé, de devoir faire une boutique, de devoir faire des pubs, d'avoir des comptes Stripe, etc. Là, c'est tout internalisé sur TikTok et c'est totalement autorisé. Il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres et vous n'allez pas vous faire bloquer votre compte. Il n'y a pas des comptes qui vont sauter du jour au lendemain. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi les nouvelles habitudes de consommation. C'est-à-dire que maintenant, la génération Z, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils vont plus sur Google, ils vont même plus, je sais pas, chercher sur d'autres apps, etc. Quand ils recherchent quelque chose, un restaurant, ils vont aller sur TikTok, meilleur restaurant Panama, par exemple, et ils vont voir des listes de meilleurs restaurants. Et pareil, maintenant, ils achètent comme ça, ils vont voir, je sais pas, meilleur gant de baseball, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont regarder sur TikTok. Donc, c'est des nouvelles façons de consommer. Exactement, Le monde bouge et il faut le suivre. Il faut s'adapter. Et donc, je pense que ça va être une des grosses opportunités, donc on en reparlera sur la chaîne. Ensuite, opportunité suivante, le YouTube Faceless Channel, donc le fait de faire des chaînes YouTube sans visage. Donc ça, c'est quelque chose qui buzz bien aussi en 2024.
En fait, on a vraiment recherché ce sujet-là parce qu'on a créé un SaaS qui parle de YouTube et qui permet de rechercher des opportunités de vidéo. Donc, ça fait partie, entre guillemets, de nos futurs consommateurs. Et tout ce qui va être en fait faceless content, c'est la création de contenu sans visage. Donc, ça va être du contenu parfois automatisé avec de l'IA. Il y a des gens qui font des vidéos 100% IA et qui les postent à la chaîne et qui font des millions et des millions de vues. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont prendre, par exemple, des monteurs qui sont, par exemple, situés en Inde, au Pakistan, aux Philippines, etc. et qui vont faire monter des vidéos avec des belles animations de A à Z. Et l'idée, en fait, ça va être de, par exemple, faire une chaîne qui va parler que de F1. Donc, en fait, il y a des gens qui vont reprendre des images de la F1 du dernier week-end. Ils vont faire les highlights, ils vont analyser, je sais pas moi, la manière dont, je sais pas, peut-être Lewis Hamilton a tourné ou quelque chose comme ça. Ils vont créer en fait toute une chaîne de contenu, ils vont poster du contenu à la chaîne comme ça sans jamais montrer leur visage. Et l'idée en fait c'est de faire des millions de vues et de juste gagner de l'argent avec le AdSense de YouTube. Donc c'est un business qui monte là depuis 2-3 ans. Il y a vraiment beaucoup plus de contenu sur YouTube qui devient de plus en plus faceless. Et l'idée en fait c'est de se dire que c'est assez dur, tu le sais bien, de lancer des vidéos, c'est très dur d'enregistrer des vidéos. Donc quand toi tu peux automatiser le contenu derrière, que ce soit avec une équipe ou que ce soit avec de l'IA, ça va te permettre en fait de créer beaucoup plus de contenu et ça va te permettre également de faire de plus en plus de vues. Ça ouvre des perspectives pour moi aussi de revente plus faciles parce que indéniablement une audience elle s'attache à un visage. Là pour le coup c'est plus revendable. Et je pense qu'une chaîne faceless, et je pense même à d'ailleurs autre chose, il y a beaucoup d'influenceurs surtout dans la crypto qui n'ont pas envie de montrer leur visage parce que c'est un milieu un peu malsain parfois. Et je pense que ils ont certes une voix derrière, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus facile à revendre une chaîne où il y a juste une voix qu'une chaîne où il y a un visage. On est à quelques mois que l'AI puisse répliquer absolument parfaitement. Là, on est déjà très proche. Les voix, surtout la plupart des faceless channels, c'est des voix qui viennent de Eleven Labs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un générateur de voix qui est presque parfait. Et il y a des voix, on a créé ta voix, on a fait des pubs avec et elles fonctionnent en réalité. Donc, et encore, ce n'est pas parfait. Mais alors, les voix qui sont proposées directement dans l'app, par contre, là, elles sont presque parfaites. Et il y a des gens qui créent des livres audio avec ça. Il y a des gens qui créent des chaînes YouTube de A à Z. Donc, il y a même plus de problème de faire sa propre voix. Donc, on peut vraiment donc, en termes de tout créer de A à Z avec de l'IA presque. Davantage de ce business, on peut le créer avec zéro. Ou très peu, très peu d'argent. Je pense moins de 500 €, on peut créer sa première vidéo. Il faut bien se former. Bon, après, ça, de toute façon, c'est toujours la même chose. Mais... faut avoir de la patience, il faut vouloir le faire. Il faut quand même être un peu smart, savoir les sujets qui marchent, utiliser des applications comme TubeRocket pour voir un peu les tendances. Ça va être la recherche, en fait, de savoir la recherche, sur quoi se lancer est plus important que des fois la réalisation. Exactement. Inconvénient de ce business model que je vois, la chasse à l'AI, parce que forcément, il y a plein de gens, moi y compris, regarder une vidéo qui a été faite en AI, je le repère en 3 secondes et je peux pas le regarder. C'est vrai que moi aussi. Pas toujours, ça dépend. La plupart des gens, il y a des vidéos qui sont 100% AI, qui sont, là on les repère assez facilement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des vidéos qui sont en partie de l'AI. Mais le bounce rate sur les vidéos en AI doit être énorme. Parce que ça m'arrive qu'il y a des trucs qui rankent bien. Putain, c'est exactement ce que je cherchais, le sujet et tout. Je suis dessus et j'arrive pas à écouter ça. Mais je pense que ça, c'est les vieilles vidéos en AI. Mais après aussi, il y a un truc générationnel. Parce que là, dites-vous que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, qui auront 25 ans dans 10 ans, déjà l'IA sera 100 fois mieux. Et juste pour eux, ce sera normal d'avoir un contenu qui est généré par de l'IA. Et s'il est qualitatif, ils vont le valoriser de la même façon qu'un autre contenu. Et ils auront grandi avec ça aussi. Je pense que ça ira plus dans le bon sens de ce côté-là. Et je pense à l'inverse que les gens qui sont des fois plus âgés et qui n'arrivent pas à faire le discernement entre du contenu AI et du contenu qui n'en est pas. Je pense que nos parents, on leur fait écouter une vidéo en AI. Si le sujet il est dedans, si c'est ce que vous avez envie d'écouter. Je pense pas qu'ils verraient la différence. Moi, je sais que mes parents, ils regardent des vidéos IA et ils ne savent pas. Je pense aussi. Moi, j'ai vu une vidéo d'une grand-mère qui voyait, son petit-fils, il lui montre un accident de voiture sur GTA et il lui dit que c'est la télé. Vous voulez que je vous raconte une blague? Avant, j'avais mon truc de simulation de voiture là, comment on appelle ça? eSIM. Et donc, j'étais en train de jouer à Gran Turismo et mon père était assis à côté sur une chaise, tu sais, les chaises à roulettes d'ordinateur, et je me suis pris un mur en fait. Et mon père, il a fait comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a des personnes de d'autres générations qui vont pas voir la différence tellement ça devient réel les choses en fait. Du coup, le business suivant, ça va être l'influence, la monétisation de l'audience. Donc ça, c'est un petit peu dans cette même lignée que le faceless, sauf que là, ça va être en utilisant vraiment son vrai visage. Pour le coup, c'est quelque chose dans lequel j'ai une bonne expérience aussi avec cette chaîne que vous êtes en train de regarder. Mais après, ça pourrait être par plein d'autres canaux. Moi, j'ai pas fait, mais il y a Instagram, TikTok, etc. On peut devenir influenceur de différentes manières. Et là, il y a 1000 façons de monétiser. Il y a plein de sous-business en fait. Il y a ce qu'on a vu avec le faceless, qui est souvent le AdSense, donc les revenus des vues. Des pubs, directement. Pour moi, avec mon expérience, le revenu des vues, c'est le plus mauvais revenu. C'est ce qui rapporte le moins. Ouais, en fait, de tous ceux que je connais qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec leur chaîne YouTube,
tous, on est à 1% de nos revenus avec du revenu AdSense. Tu vois, une chaîne comme Mosaic TV, à l'heure actuelle, ça rapporte $2000 par mois de revenus AdSense. Bon, c'est pas rien, c'est pas zéro. Le truc, c'est qu'on continue à l'activer parce que même si Google, YouTube te dit que ça ne change rien que tu l'actives ou pas, la réalité, c'est que si tu ne l'actives pas, ils ont moins d'incentive à pousser tes vidéos. Bien sûr, parce qu'eux ne gagnent pas d'argent parce qu'il n'y a pas de pub qui tourne. Donc, il faut l'activer malheureusement. Donc ça c'est une chose. Ensuite, l'affiliation. Ça, c'est un bon business model. On en a parlé tout à l'heure. On peut faire pas mal d'argent avec l'affiliation. Et puis, c'est plus simple à commencer. Donc, dès que tu as même, par exemple, moins de 10 000 abonnés, tu peux directement mettre un lien en dessous. Quelques centaines même d'abonnés. Mais je crois, si vous regardez ma chaîne, les toutes premières vidéos, je crois la 3e, un truc comme ça, c'est Jungle Scout. Donc ça a été mes premiers revenus. Le premier argent que j'ai gagné grâce à cette chaîne YouTube, c'est une commission de Jungle Scout. Donc ça peut être la façon de lancer un premier produit et d'encaisser ses premiers euros le plus facilement. On peut le faire dès le début, avant même d'avoir construit un produit, il suffit de mettre un lien. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui va être coaching, mentorat, puisque ça, encore une fois, c'est un produit qui est relativement, surtout le coaching à l'heure, c'est ce qui est le plus facile à vendre aussi. Encore une fois, tu n'as pas vraiment à créer un produit. Mentorat, bon, c'est ce qu'on fait sur Mosaic TV. C'est quand même un produit un peu plus complexe, il faut vraiment un cheminement, etc. Le coaching, on te paye à l'heure pour une tâche. Voilà. Ensuite, il y a les communautés payantes. Ça, c'est toi qui avais indiqué ça. On ne le fait pas vraiment. Les masterminds, après, etc. Tu as d'autres chaînes qui se spécialisent là-dedans. Moi, par exemple, je suis abonné à une chaîne crypto qui vend une communauté payante, mais pas de formation. Enfin, ils ont une formation, mais ils la pushent beaucoup moins. Et je pense que ça va dépendre un peu des business. Mais il y en a pour qui ça marche très bien. C'est 50 € par mois et ils ont plusieurs milliers de personnes dedans. Ouais, ça peut chiffrer vite. Ça chiffrer beaucoup, en fait. Et puis surtout, ça se valorise beaucoup plus parce que là, tu as des gens qui ont la carte dedans, qui sont bill tous les mois. Si tu te partages vraiment de la valeur, personnellement, je crois que ça fait 8 mois que je suis dans ce truc. J'ai pas envie de l'enlever. Toutes les semaines ou tous les mois, je reçois des trucs super intéressants. J'ai accès à un Discord. Et 50 € finalement, tu les digères assez facilement quand tu vois qu'il y a de la bonne valeur partagée. Non, c'est un bon business model. On l'a juste pas fait encore sur Mosaic TV. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Et toi aussi, tu avais vu ça sur d'autres domaines. Et il me semble que tu m'avais dit qu'il y en avait avec des tickets un petit peu plus élevés, autour des 150, même 300 par mois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait partie de communautés justement comme ça, plus ou moins dans ce range de prix-là. Où ça va être des communautés plus d'entrepreneurs avec moins de gens, mais alors avec des gens plus high value. Plus avancés puisqu'ils sont capables de payer $300 par mois. Ou même plus parfois. Et donc l'idée derrière ça, c'est vraiment en fait d'avoir accès à des gens qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose. Aussi, j'imagine. Ah ouais, de filtrer carrément. Donc voilà, ça va être d'être avec des entrepreneurs, on va pouvoir se partager des tips. Parfois, il y a des gens qui travaillent plus ou moins dans le même secteur. Donc c'est vraiment intéressant. Mais alors, si on réfléchit et qu'on prend par exemple un abonnement à 300 par mois, il suffit qu'il y ait une centaine de personnes dans la communauté, c'est déjà quelque chose qui rapporte 30 000. Donc il n'y a pas forcément grand-chose à apporter derrière. Il y a un exemple encore plus extrême. Moi, j'avais vu une communauté de marchands de biens dans l'immobilier et où je crois que c'était 15 000 € pour être dedans ou quelque chose comme ça. Et ça donne plein d'avantages en plus du côté networking. Et bien sûr, quand tu es marchand de biens et que tu as déjà fait quelques opérations, tu t'en fous de payer 15 000 € si vraiment le produit vaut ce prix-là. Les gens payent. Donc, encore une fois, je pense que selon les niches, il y a moyen de bien monétiser. À mon avis, il doit y avoir un spectre de prix qui peut être assez large. Il y avait aussi Dynamite Circle, je ne sais pas si tu connais, qui proposait ça. C'était sur tous les business en ligne. Et ils avaient une conférence annuelle qui allait avec le membership. Mais je crois que c'était bien dans les $10 000, un truc comme ça annuel. Il fallait faire plus d'1 million de CA pour pouvoir rentrer dedans. Parfois, il y a aussi des prérequis. Au-delà du prix qu'il faut payer, il y a aussi des prérequis de... Bien sûr, ça permet de filtrer encore une fois les gens. Pour que justement, à l'intérieur, ce soit intéressant, que ce ne soit pas juste des gens qui vont avoir l'argent de payer, mais qui vont rien avoir à apporter. Et donc, la communauté, elle meurt par elle-même. Elle est diluée, en fait. Clairement. Donc ça peut être intéressant. Il y a également, on ne l'a pas indiqué là dans la liste, mais il y a également toutes les plateformes comme Patreon, etc. Ça, c'est aussi une façon de monétiser son audience avec du contenu un petit peu exclusif. Des vidéos en plus. Qui ne peut pas être publié aussi sur YouTube. Aussi. Ensuite, il y a également le fait de vendre des formations. C'est une des meilleures façons de monétiser son savoir avec une chaîne YouTube dès qu'on a un peu d'influence, parce que ça permet de vendre un produit high ticket qui est facilement scalable une fois que c'est enregistré. Après, bien sûr, il y a de la maintenance à faire. Il y a également le fait de créer des ateliers ou bien des webinars tous les mois pour pouvoir dynamiser la communauté des gens qui rentrent dans la formation. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement passif, mais c'est quand même un des meilleurs produits pour moi. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est événements. Ça, il faut aimer organiser en live des événements. La plupart des gens qui le font dans le YouTube game, que je puisse connaître,
la plupart utilisent ça comme un outil marketing plutôt qu'un parce que outil tu où crées gagner du de l'argent. contenu pendant Créer du pendant- contenu, de la preuve sociale, ils s'en tu fais servent des aussi interviews pour d'élèves, faire Ils font venir des bons intervenants aussi, ou des upsells en fait. Parfois, c'est des clients qui sont rentrés dans le programme un peu de base et à travers le séminaire, eh bien, ils vont les faire passer à des programmes qui sont plus élevés. Après, j'en vois de moins en moins. Hein. Ouais, À un moment donné, c'était la mode. On voyait beaucoup de programmes proposer des séminaires. Aujourd'hui, j'en vois. bah, j'en vois c'est- quasiment c'est- moins, en encore fait. une fois, c'est jamais rentable et c'est ultra chronophage. Enfin, préparer un bel événement, c'est coûteux et c'est chronophage. Et personnellement, enfin, j'aime bien faire des choses qui ne soient pas éphémères. Tu vois, ça, c'est un contenu qui va être éphémère. C'est ta présence, une journée, et puis ensuite, c'est terminé. C'est pas ma philosophie de vie. C'est pour ça que j'en ai jamais fait et que j'y assiste pas en tant que client, ni en tant que. On m'a demandé plein de fois de venir faire une présentation. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, le dernier truc qu'on avait indiqué, mais il y en a plein vraiment des façons de monétiser avec son influence, mais ça peut être des produits digitaux, e-book, des ressources, des templates, mais c'est très très large en fait. Les gens là, ils sont en train de regarder cette vidéo, ils se pensent peut-être qu'à la niche du make money, mais ça peut être surtout, il y a des gens qui vendent pour des fortunes de templates Notion, des trucs comme ça. Enfin, bien sûr. c'est incroyable. En fait, c'est infini les produits digitaux qu'on peut vendre à travers son influence. Donc, peu importe la niche, on peut vendre des produits digitaux. Hein. Il y a ultra des gens qui font du jardinage et qui vont te vendre des produits digitaux. un e-book, Ouais, t'as des une petits formation. guides à 19-20 balles et tu peux voir les stats perte de de vente poids, sur je sais plus quelle plateforme c'est. Ouais. Et tu peux voir le nombre qui ont été vendus. Ok. Et parfois, le gars, il en a vendu 10 000, 11 000. Sur Gumroad, il y en a beaucoup. Gumroad, ouais. Donc du coup, on a présenté un peu toutes les façons de gagner de l'argent et de monétiser une audience, donc quand on a de l'influence. Pour ce qui est des avantages, bah, c'est vraiment très large ce qu'on peut faire avec en termes de sujet, en termes de façon de monétiser. On peut commencer avec zéro, une chaîne YouTube ou commencer sur Instagram, etc. Après, le fait qu'il y ait une barrière à l'entrée qui soit faible, il y a aussi beaucoup de compétition. Ouais, après, faible, mais en même temps, faut être vraiment dans le top 0,1% pour que ça vaille le coup. Et du coup, la compétition est rude. Mais ça dépend des niches. Encore une fois, quelqu'un qui va arriver sur le Make Money demain, ce serait pas la meilleure idée, mais si tu vas dans des trucs vraiment ultra nichés, tu peux vraiment te démarquer assez Je rapidement. veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui commencent une chaîne YouTube ou qui commencent un podcast ou une page Insta. 6 mois après, ils arrêtent parce que, en fait, absolument comme tous les business. Oui, c'est vrai. Mais pour avoir fait quelques vidéos avec toi, dont une tout seul, je pense que j'apprends très très vite les choses et je suis bon à lancer les business. Ça, c'est quelque chose quand même qui est plus difficile encore, je trouve, de créer du contenu et d'avoir tout le temps de nouvelles idées, d'être à l'aise face à la caméra. Pour moi, c'est le domaine où il y a le plus de barrières à l'entrée de ce côté-là pour pouvoir produire quelque chose qui va plaire aux gens et qui sera qualitatif et qui donnera envie derrière d'acheter quelque chose. Après, c'est comme pour tous les business qu'on a présentés dans cette vidéo, c'est assez personnel, tu vois. Peut-être pour toi, ça va être difficile, pour d'autres, ça va l'être moins. Il y a des gens qui sont naturels derrière la caméra. On en parlait tout à l'heure, on a vu un gars qui a 120 000 abonnés, il est un peu foufou, il parle pas très très bien français et pourtant il fait des vlogs bruts de décoffrage et il vend des millions en formation comme ça et il doit avoir 22 ans. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes manières de monétiser son audience. Après, bien sûr, il y en aurait plein d'autres. C'est un peu l'avantage de ce business model, c'est que c'est super large en termes de monétisation et en termes de thématiques qu'on peut aborder, c'est infini. En termes d'avantages également, il y a le fait que la barrière à l'entrée elle est assez faible dans le sens où tout le monde maintenant a un smartphone avec une caméra, donc peut commencer à faire du contenu. Après, ça dépend du niveau de professionnalisme qu'on veut avoir. Et plus ça va, plus ça se corse. Mais il y a quand même plein d'exemples de types qui font des chaînes YouTube avec une caméra pas de très bonne qualité. Charles de Reaper. Et ça fonctionne très bien. En fait, je pense que c'est très lié à la personnalité, à ce que tu dis en fait dans ta vidéo. C'est souvent plus important que d'avoir un plan super léché, que le son soit parfait. Doug DeMuro aux US, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, c'est un gars qui fait des reviews de voitures. Tests de voitures. Il a lancé un site qui s'appelle Cards and Beads. Donc en fait, il vendait des voitures un peu de collection. Il a lancé son propre site, un truc fait avec WordPress, entre guillemets bidon. Il filmait tout à l'iPhone. Jusque maintenant, il filme tout à l'iPhone. Donc vidéo super simple, des vidéos entre 30 et peut-être 50 minutes. Et il a revendu son site pour 50 millions. Donc donc c'est pas rien du tout. Et encore une fois, c'est des vidéos faites à l'iPhone, à peine éditées. Et encore une fois, c'est la preuve que c'est le contenu plus que vraiment le matériel, etc., qui prime sur le fait que vous allez réussir sur YouTube ou même dans d'autres niches, que ce soit sur LinkedIn. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a des vidéos qui sont vraiment pas top par rapport à l'audience qu'il a. C'est Paul de Crypto Formation, que tu connais. Il filme. Donc, je pense que c'est un gros radin. Parce que on va se faire des amis. Je sais qu'il. Non, mais c'est un ami en plus. J'aime beaucoup son contenu. Donc, il se filme avec une caméra vraiment genre webcam qu'il a dû acheter il y a 15 ans.
et il est dans son bureau, dans une chaise de bureau 480p. qu'il a dû prendre sur AliExpress. et il a des écouteurs avec le micro, avec le câble. Ouais, il fait mais le ses contenu vidéos est avec bon ça. et donc Ouais. les gens Ouais. y vont. Ouais. Après, peut-être qu'aussi, il n'y a pas trop d'excuses là, mais il y a peut-être le fait qu'ils veulent faire ces vidéos rapidement, donc il les fait à la webcam, mais encore une fois, tu peux rapidement te faire un setup avec un iPhone. Et en Maintenant, plus, il a- n'importe il quel a iPhone tout en filme fond super blanc bien. derrière, donc ça n'a pas Ouais. trop de contraste. Ouais. Ouais. Mais bon, ça marche et par contre, il a du contenu hyper qualitatif et je pense que c'est ça, comme tu dis, qui fait la différence. Donc ouais, tout le monde peut commencer sur YouTube assez facilement. Par contre, un des inconvénients des chaînes YouTube ou des comptes TikTok, etc., c'est que c'est difficilement revendable. Ouais. Là, tu l'as dit tout à l'heure avec Doug Demuro, qui a revendu un side project, enfin un site qui était sur le côté, Ouais. mais sa propre chaîne en elle-même n'a pas trop de valeur sans Doug Demuro. Ce qui est drôle, c'est le mec qui fait 2 mètres de haut et qui monte dans des McLaren où il est comme ça. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est sa personnalité, etc. Si c'est un autre présentateur, je Ouais. pense que ça n'aura pas le même impact. Ouais. Donc c'est des actifs, c'est des assets, c'en est. Les chaînes YouTube, clairement, ça ouvre plein de portes, ça permet de gagner beaucoup d'argent, mais c'est des assets qui se revendent pas ou quasi pas. Il y a quelques exemples. Théo qui a revendu sa chaîne. Il y a eu une chaîne de finance qui avait été revendue en France. Mais c'est assez rare en fait c'est qu'une très chaîne difficile. se revende. Ouais. C'est relié à ta personne, En donc fait, c'est l'avantage presque impossible. principal, je pense, c'est que tu vas pouvoir générer des revenus vraiment quand tu es dans le top, beaucoup plus important que dans d'autres business. Et du coup, même si tu valorises pas ton business directement, ben, tu vas pouvoir investir dans d'autres choses derrière avec des revenus que tu n'aurais pas forcément eu dans les autres business models dont on a parlé tout à l'heure. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour donc, de l'influence, monétisation d'audience. Le business suivant, s'il existe toujours, non. Dropshipping, e-commerce, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler dernièrement. Moins qu'avant. Ça s'est bien essoufflé. Bah, ça s'est professionnalisé surtout. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus. Ils font du faire e-commerce. Les gens qui faisaient Voilà. du dropshipping hier font du e-commerce. Ouais, maintenant. aujourd'hui, ou ont complètement arrêté. Mais c'est vrai que moi, j'avais essayé avant Amazon, j'avais eu quelques résultats, comme je vous avais dit. Après, j'ai vite abandonné pour tous les inconvénients qu'on va voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que si tu veux sortir un site et générer de l'argent et surtout le faire sur du moyen long terme, ça demande un niveau de professionnalisation tout autre. Qui est très élevé. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que ça demande plusieurs métiers à la fois, parce que quand tu vas commencer, tu peux pas te dire bah tiens, je vais prendre un Facebook Ads Manager, je vais prendre un Meta Ads Tu Manager, dois tout faire toi un mec qui va faire du Google Ads, un web développeur. Là, direct, le budget, il explose. Et vu que tu maîtrises rien en plus, tu n'es même pas sûr que ça va être fait correctement. Donc pour moi, ça demande quand même beaucoup de compétences, beaucoup de professionnalisation. Alors oui, un budget de départ peut-être pas trop important. Ça, je suis plus tellement d'accord. Je pense qu'à l'époque, oui, il y a eu des types qui se sont lancés avec 50-100 $. Ça, c'était vraiment le rêve qui était vendu. Il fallait encore qu'ils trouvent le bon produit directement. Mais vraiment, quand je dis à l'époque, c'était à 6, 7, 8 ans. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi à faire ça. Après, vite, le budget, il s'est rapproché d'un business Amazon FBA en soi, même si tu n'avais pas de stock. Parce qu'en fait, niveau compétences, il fallait avoir. Il faut acheter son propre trafic déjà, ce qui est super dur. Déjà. Donc, on peut parler peut-être des avantages du e-commerce. Tu as ta propre plateforme, tu as ton propre site, donc tu es moins dépendant. Finalement, mais en fait, tu es dépendant de Stripe aussi, donc jamais dépendant de rien. Hein. Parce que finalement, je vais comparer avec Amazon, mais ça se monétise très très bien, ça se revend très très bien un business Amazon, aussi bien voire mieux qu'un site. Donc finalement d'avoir sa propre plateforme, ça permet dans les valorisations retargeter. Et aussi d'avoir 2 canaux d'acquisition, ça c'est très apprécié. Mais d'avoir qu'un site e-commerce. En fait, le seul avantage, c'est que tu as tes clients sur Amazon. Les clients qui t'achètent un produit ne sont pas tes clients, ils sont ceux d'Amazon. Là, c'est tes clients, donc tu peux les retargeter. La valeur. Alors ça, c'est ce que disent souvent les gens qui sont contre Amazon et plus pro e-commerce. Finalement, à la fin de la journée, ce qui compte pour nous, c'est ce qui reste dans la poche et combien on revend notre business. Moi, je m'en fous d'avoir les emails de mes clients personnellement. Si j'arrive à gagner autant d'argent en vendant sur Amazon sans avoir les emails, et même tant mieux. Parce que j'ai pas besoin finalement de faire tout ce que eux ils font avec leur site e-commerce. J'arrive déjà à avoir très bons résultats sans faire tout ça. J'essaie d'être neutre dans la vidéo, c'est pour ça. J'essaie de mettre vraiment les deux côtés de la pièce. Et il y a un truc qui manque cruellement au e-commerce classique, c'est le BSR. En fait, le classement qu'il peut y avoir sur Amazon. Quand tu génères une vente sur ton site e-commerce, elle n'a pas d'effet sur les prochaines ventes. Alors que quand tu génères une vente sur Amazon, ça te fait monter dans les classements qui te généreront au naturel plus de ventes dans le futur. Donc ça, c'est une flying wheel, je sais pas comment dire en français, mais un effet... Un cercle vertueux. Un cercle vertueux, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage sur ce type de business? Ça se gère depuis n'importe où. Bon, comme j'ai envie de dire, beaucoup de business comme presque tous les business qu'on a cités. Mise en route rapide, oui, dans une certaine mesure. On peut faire quelque chose rapidement. Tu peux tester le marché plus rapidement. Tester le marché rapidement, avoir de bons résultats rapidement, comme tous les business, non. Et risque financier limité.
Oui, je pense qu'on peut le dire aussi. Si on fait en dropshipping et qu'ensuite on passe sur du commerce classique où on a son stock, on peut commencer encore une fois avec peu et ensuite éventuellement investir davantage en achetant sa propre marchandise. Ce qui est bien, c'est qu'on peut itérer rapidement aussi. On peut passer d'un produit, le tester, s'il ne fonctionne pas, on passe au suivant. Alors que sur Amazon, par exemple, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est plus fastidieux de passer d'une niche à une autre. Parce que tu as toute cette conception du produit en soi et de la marque, alors que là tu peux créer des marques un peu bidons, rapides sur un site. Je pense que par exemple pour avoir une vraie marque en e-commerce qui rend vraiment bien, avec un beau site, avec des beaux produits, avec du bon trafic, etc., c'est beaucoup plus dur que d'avoir une belle marque sur Amazon. Parce qu'en fait Amazon te mâche le travail. C'est ça qui est important. Au niveau des inconvénients, le trafic. Le trafic, aller chercher son trafic. En fait, le site, quand on le sort, c'est pour ceux qui savent pas, il faut être référencé pour que les gens viennent sur le site. Et au début, on est référencé nulle part. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la pub. Ça peut coûter très très cher au début. En fait, je pense pas que ce soit possible de vendre à profit dès le départ à moins d'avoir trouvé vraiment l'idée du siècle. Et c'est vrai que personnellement, j'avais des marges vraiment très tendues. Et on est encore une fois dépendant de plusieurs plateformes publicitaires. Il y a des fermetures de comptes hyper arbitraires. Donc c'est vrai que ça peut être encore... Et ça s'améliore pas, ça devient de plus en plus compliqué. Si on parle du pur dropshipping... de partout. Des blocages au Stripe, des blocages de comptes Facebook. Il y a très peu de personnes, de ceux que je connaissais qui faisaient du dropshipping, qui en font aujourd'hui purement du dropshipping comme on voit sur YouTube. Sur autre chose. Soit ils font du vrai e-commerce, ils ont leur vrai stock, ils essaient de livrer assez rapidement, sinon ils se font sauter de toute façon leur compte Stripe en 2 minutes. Donc clairement, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème qu'on peut... les problèmes avec les fournisseurs. Personnellement, moi, quand j'en avais fait, entre ce qu'ils te disent le jour où tu les contactes et ce qu'ils font, il y a toujours un problème. Donc, soit ça va être de la qualité qui est livrée, qui n'est pas du tout ce qu'ils t'ont dit. Du coup, tu te prends des chargebacks derrière et ton compte pas vérifier la qualité. Ou alors, le fournisseur ne va pas livrer dans les délais qu'il t'a annoncé et tu te feras encore une fois fermer ton compte publicitaire ou ton compte Stripe parce que les clients vont se plaindre. Donc, finalement, tu mets à risque tout ton business à cause du fournisseur qui ne va pas faire ce qu'il t'a dit. Pour moi, c'était un non-sens parce que le gars, il a tout intérêt à ce que tu continues à travailler avec lui, mais bizarrement, il ne voyait pas ça comme ça. Il préfère faire un coup et que tu vendes quelques dizaines de leurs produits plutôt que de faire quelque chose de bonne qualité et de livrer dans les temps. Support client aussi qui a un vrai problème. Tu reçois des mails par dizaines. Forcément, il y a toujours des problèmes niveau de logistique et puis même les questions tout simplement des clients. C'est vrai que sur Amazon, on est vraiment bien protégé du fait que le service client Amazon prend le relais sur nous. On est très peu contactés finalement. Donc voilà un petit peu les avantages et inconvénients. Niveau revente, c'est pas top hein. Quand tu vas sur les Empire Flipper, etc., les sites e-commerce un peu dropshipping, ceux qui sont vraiment dropshipping à l'ancienne, malheureusement ça vaut pas grand chose, ça se revend pas très bien. Il n'y en a quasiment plus d'ailleurs, le ratio. Mais ils en veulent même plus. Moi en off ils me l'ont dit, ils en veulent plus. Ces plateformes n'en veulent plus parce qu'ils savent bien que les gens qui les achètent, leur chance de succès que ça continue sont très faibles, donc ils veulent pas ternir leur image, les marketplaces qui vendent des business. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire du dropshipping e-commerce. On les a mis un peu dans le même panier, ça reste quand même des choses différentes. Le e-commerce bien fait a plus d'avenir. Le dropshipping pur et dur, comme vous l'avez vu il y a quelques années, encore 1 an ou 2 ans, il y avait encore beaucoup d'influenceurs qui poussaient ce business model. C'est finito pepito là. Business suivant, Amazon FBA. Là pour le coup sur la chaîne on en a parlé pas mal. Un petit peu. Je crois. Billy, tu veux présenter le business model? Je pense que... On l'a tous fait. On l'a tous fait. Vous en faites plus moi. Pour moi, et je pense que je suis bien placé pour le dire, j'ai mis toute ma famille sur Amazon et moi j'y suis dessus depuis 4 ans. Donc pour le coup, quand je le dis, je le crois vraiment. Pour moi, c'est le meilleur business en ligne qu'on puisse monter aujourd'hui. On me demande souvent, est-ce que pour toi c'est encore possible de se lancer, de générer de l'argent? Oui, certes ça s'est professionnalisé. C'est normal, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe, mais c'est encore totalement possible de bien réussir. Il faut un budget, je dirais, entre 5 000 et 8 000 euros pour lancer un premier business sur Amazon, sur le marché français. Donc ça reste quand même assez accessible. Ça permet de générer quelques centaines d'euros de profit avec ce type de budget, voire même un peu plus de 1 000 euros. Donc pour moi, je pense que déjà, c'est un bon départ. Moi, je pense que en fait, si on veut vendre un produit physique actuellement à travers Internet, c'est la façon la plus facile de commencer. Si c'est ton objectif. De là à dire c'est le meilleur business pour rendre la vidéo quand même neutre, ça dépend ce que tu as envie de faire, ça dépend si tu as envie de te montrer ou pas. Mais je peux pas dire le contraire parce que j'ai ma copine qui était même avocate a quitté son travail pour faire ça avec moi. Donc je vois quelque pas chose vraiment, qui vous correspond bien. Moi j'y crois vraiment et je trouve que ça apporte quand même une certaine stabilité par rapport à plein d'autres business models pour plein de raisons. Parce que tu construis un actif, tu dépends pas de 50 plateformes, intervenants, etc. qui te causent du stress. Une fois que c'est lancé, que ça tourne bien, que tu as ton fournisseur qui fait bien le boulot, tu as un bon logisticien et que tes campagnes publicitaires tournent bien,
ça demande très très peu de temps si tu lances pas de nouveaux produits. Et surtout, c'est très liquide. Moi, j'ai vendu mon compte en 1 mois. Ouais. Donc, je vois pas d'autres business models aujourd'hui qui cochent toutes ces cases-là. En tout cas, pour moi, c'est super. Alors certes, dans d'autres business models, tu vas peut-être pouvoir gagner beaucoup plus. À un moment donné, par exemple, dans des prestations de services ou ce genre de choses, tu peux avoir beaucoup plus de profit net, mais tu vas pas construire d'actifs. Et surtout, tu vas devoir toujours aller chasser le client. Là, je trouve que ça donne quand même une certaine tranquillité d'esprit. Ça correspond plus à des profils qui ont une aversion au risque un peu plus faible, qui ont envie de construire quelque chose à moyen long terme. Tu vends sur la plateforme avec le plus grand nombre de clients. C'est le premier site e-commerce du monde, la meilleure c'est logistique le du moteur monde. de recherche en fait. Ouais, c'est un moteur de recherche d'e-commerce. De l'achat, la meilleure logistique du monde. Je pense que presque tous les gens, quand ils cherchent un produit, ils ne le cherchent pas sur Google, ils le cherchent d'abord. Est-ce que je peux l'acheter sur Amazon? Est-ce qu'il arrive en 24 heures chez moi? Ce qu'ils achètent surtout, c'est une livraison en 24 heures. C'est ça que les gens achètent avec Amazon. Les retours faciles, le service client. La carte est déjà entrée, l'adresse est déjà là. T'as pas à avoir confiance ou pas dans le site. On en a pas parlé, c'est avec les sites e-commerce ou dropshipping. Quand tu arrives sur un site sur lequel tu n'as jamais commandé, tu sais pas si tu vas être réellement livré rapidement, il faut recréer un compte. Un manque de confiance. Vous connaissez les taux de conversion? C'est 2% sur un site e-commerce classique, sur Amazon, c'est 10-15. Et encore, tu as des listings qui peuvent convertir à 30%. Donc c'est incomparable. Il n'y a aucun site qui fait ça. Bon, allez, quelques petits inconvénients quand même. Et c'est celui que moi j'avais noté, c'était surtout le service vendeur. Donc il faut bien garder en tête. Qu'est-ce que tu appelles le service vendeur pour que les gens comprennent? Donc le service qui va aider les vendeurs Amazon en cas de soucis sur la plateforme. En fait, il faut comprendre qu'Amazon, c'est plus une plateforme self-service qu'on travaille ensemble avec Amazon. Donc d'où l'importance de bien se former, parce que si on ne sait pas comment la plateforme fonctionne, on peut vite avoir des mauvaises surprises et il ne faut pas s'attendre. En fait, ils ne bossent pas pour nous Amazon. C'est le client on d'abord. utilise leur plateforme. Donc il faut vraiment être bien au courant de comment fonctionne la plateforme, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Tout est accessible, donc si on fait bien son travail, qu'on se forme bien et qu'on regarde bien ce qu'on peut faire et pas faire, normalement ça se passe pas trop mal. Après, on a aussi des freelances qui se sont spécialisés dans la résolution de problèmes bien spécifiques qu'on peut trouver. Donc moi maintenant j'ai mon petit carnet d'adresses. Je suis quasiment jamais confronté à quelque chose que je peux pas résoudre. Mais voilà, ça c'est quand même, je dirais, le petit inconvénient. Après voilà, les services clients de Stripe, Meta, etc. Pour moi c'est encore pire qu'Amazon. Donc je pense que c'est quelque chose qui revient un peu partout. Mais c'est des grosses structures, tu n'es plus qu'un numéro. Exactement. Mais donc voilà, c'est le cas aussi sur Amazon. Ils ont le meilleur service client du monde. Pour le client final, et le pire service vendeur. Pour le vendeur. Peut-être pas le pire. Peut-être pas le pire. Je pense que Meta. C'est vrai. Moi j'ai jamais réussi à parler à quelqu'un chez Meta ou chez Google Ads. Après j'ai envie de dire, ça fait le tri. Personnellement, j'ai jamais jeté l'éponge dans aucun de mes business Amazon à cause d'un problème lié à ça. Mais j'ai eu quand même de grosses difficultés parfois. Mais j'ai toujours surmonté. Et en fait, quand tu surmontes, tu te dis qu'il y en a peut-être 100 derrière qui n'ont pas surmonté. C'est triste pour eux, mais au moins, toi, tu as surmonté et tu es là. Et je me demande même si c'est pas volontaire de leur part de mettre quand même un peu ces barrières pour vraiment être sûr d'avoir les bons qui sont là. Et du coup, ils ont le budget pour l'améliorer. S'ils le voulaient, ils pourraient. En inconvénient, il y a le fait de vraiment créer un produit. Tu vois, par rapport à beaucoup de business qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y a un peu moins à se creuser la tête sur la conception du produit, de la marque, de la différenciation que tu vas apporter. Alors bien sûr, tous les business, si tu veux d'être dans les top performants, il faut être différent. Mais là, il y a quand même quelques skills qu'il faut avoir et une vision qu'il faut avoir pour réellement apporter quelque chose qui soit différent pour que ça marche. Tu peux pas juste prendre un produit random qui vient de Chine et le vendre. Ça a pu marcher dans le passé. Il y a vraiment un travail de création de produits. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'affiliation, tu pousses le produit d'un autre. C'est quelque chose qui est agréable. Personnellement, moi, quand j'ai lancé mon premier produit Amazon, c'est quelque chose que c'est peut-être la partie que j'ai le mieux aimé faire. Encore une fois, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui vont adorer ça, tu as des gens qui, justement, ça sera pas pour eux. Et c'est le but aussi de cette vidéo, c'est de présenter un spectre, un panel de business qui soit large, en essayant à chaque fois d'être neutre et d'apporter vraiment tous les avantages, inconvénients. Alors, en parlant de produits, il y avait donc les régulations aussi. Alors, il faut savoir que les régulations, bien souvent, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon agence, c'est que les clients vont me dire oui, il y a telle régulation, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, je leur dis c'est une régulation qui est européenne et qui est liée à votre produit, qui n'est pas liée à Amazon. Et bien souvent, en fait, quand ils vendent sur leur propre site, ils font ça un peu mais ils ne l'ont pas et ils ne savent pas qu'il faut l'avoir. Et du coup, ils vont se dire ah, mais mince, c'est lié à Amazon, je ne comprends pas. Non, en fait, Amazon applique toutes les régulations possibles et imaginables. Alors que quand tu es sur ton propre site, c'est pas légal, mais personne va venir t'embêter. Donc il faut faire très attention à ça. Faut vraiment être très à jour là-dessus, parce que du jour au lendemain, ils peuvent se pointer et vous dire voilà, je veux avoir le document que vous êtes censé avoir pour tel type de produit. Si vous l'avez pas, ils peuvent vous suspendre le temps que vous l'ayez. Je pense que ça, tout ce qui est régulation, fiscalité, etc., c'est lié au e-commerce, au fait de vendre un produit physique sur certains territoires qui va être problématique. Il y a quand même beaucoup moins de problèmes
même par exemple en vendant aux US. C'est plus, il y a beaucoup moins de régulation. Beaucoup moins de régulation. Et le fait de vendre sur Amazon Europe, c'est quand même plus compliqué. Après, il y a des moyens. Enfin, en tout cas, ce que je fais moi, c'est que je vends des produits où je limite le risque au max du max du max. Là, le dernier que j'ai lancé, c'est un petit meuble en bois avec du tissu. On se différencie facilement, on prend pas de risque, on va pas blesser quelqu'un, il n'y a pas d'alimentaire, il n'y a pas de peau. Même s'il y a une petite régulation sur l'importation du bois, par exemple, voilà, ça va pas être trop compliqué à mettre en place. Facilité, difficulté à faire ce business Je pense qu'il faut avoir de la persévérance et avoir un minimum de passion, mais je pense que ça, c'est comme dans n'importe quel business. Je pense que c'est pareil que tous les Donc, je pense que oui, si on s'y met à fond, ça marche très bien. Si on le fait à moitié, ça marche pas comme tous les autres. Moi, ce que j'aime bien aussi dans Amazon FBA, c'est le fait de... Il y a peut-être un gros effort en amont, mais une fois que le produit est lancé et qu'il rank bien et que tout est bien set, ça devient beaucoup plus passif. C'est pas passif, il faut pas rien faire, mais il y a une nombre d'heures à faire par rapport à d'autres business de travail qui est beaucoup de travail au début, beaucoup moins par la suite. Ça, par rapport à une agence qui serait plus constante, par exemple. Clairement. À la revente, c'est liquide. Moi, comme je disais, quand je l'ai vendu en 30 jours. Après, de ce que j'avais compris, c'est que les petits comptes comme celui que j'avais vendu, moi je l'avais vendu un peu moins de 90 000 euros. Je crois que jusqu'à 150 000, ça part très très vite. Et je crois qu'il y a un segment en fait qui vont entre 200-300 000 jusqu'à 800 000 qui se vendent pas très bien parce que finalement c'est pas des particuliers qui vont pouvoir les acheter et les gros fonds qui gèrent des agrégateurs ou pas assez petits. Exactement. Et ça c'est dans beaucoup de business en réalité. De ce qu'on m'a dit, après c'est en 2-3 mois que ça se vend ce type de business, donc ça reste quand même des business quand même très liquides. Les multiples, ils ont pris un coup dans l'aile là puisque pendant le Covid il y avait justement tous les agrégateurs qui avaient beaucoup d'argent, donc les multiples étaient remontés jusqu'à 5 ça années. Se vend encore quand même bien, t'as des multiples de 35 24 à 36 24 à 35 mois de profit, donc 2 à 3 ans de profit, mais c'est plutôt 2 en ce moment, ça a bien baissé, mais comme pour tout, pour les SaaS dont on va parler dans un instant, c'est le suivant d'ailleurs, ça peut me permettre de faire la transition. Les SaaS étaient montés un peu plus haut, là c'est redescendu un petit poil. Tu peux nous faire une présentation de ce qu'est un SaaS, déjà nous dire c'est quoi l'acronyme? SaaS, ça veut dire Software as a Service. Donc l'idée c'est simplement d'avoir un software qui dans le temps on est téléchargé, par exemple je sais pas, on avait Adobe Photoshop, on téléchargeait, on avait une version et puis il fallait la mettre à jour, etc. Maintenant en fait Software as a Service c'est plutôt des softwares qui vont être 100% en ligne, donc disponibles dans le navigateur, etc. Souvent comme des extensions un peu. Des applications, des navigateurs, Et l'idée c'est que tu peux te connecter de n'importe où à n'importe quel moment avec ton compte et donc c'est un software. On utilise tous des SaaS de plein de trucs. En fait, je sais pas ce qu'on peut dire. Sur la chaîne on a déjà parlé, Helium 10, Jungle Scout. Je sais pas, tout à l'heure tu as dit Eleven Lab par exemple pour les voix en AI, ça c'est un SaaS. Un SaaS c'est extrêmement large en fait. Des logiciels de montage, des logiciels. Trello est un SaaS. Trello est un SaaS. Loom, on utilise beaucoup pour travailler en équipe. C'est un SaaS. C'est un logiciel en ligne qui répond à un besoin et souvent sous forme de mensualité. Exactement. C'est ça le gros avantage, c'est que c'est souvent, c'est pas un achat unique, c'est des achats récurrents. Donc on construit une base de customers, une base de clients qui vont payer tous les mois. Et s'il reste longtemps, ça peut être très intéressant très vite. Au niveau du budget, du coup ça va être, c'est assez large. En réalité, la fourchette, on peut commencer avec, par exemple, une seule fonctionnalité, par exemple, une petite Chrome extension qui fait une seule chose. Si on doit prendre des développeurs pas trop chers, on pourrait se retrouver dans les 5 000 euros. Ce serait un truc très simple, mais qui pourrait quand même être commercialisable derrière, avec peut-être un abonnement qui varierait de 5 à 25 par mois. Et sans budget marketing, avec ça, du coup, tu ferais comment pour avoir des clients ? On pourrait par exemple la poster sur Reddit, tu peux la poster sur Twitter, tu peux la poster sur LinkedIn, tu peux faire des vidéos pour ça. Ça c'est bien pour quelqu'un qui a beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent et qui est persévérant. En fait, tu pourrais même te lancer avec 0 dans le SaaS si tu sais coder. Si tu veux faire le one-man show, mais... Voilà, mais si tu n'as pas de compétences en coding, là tu es obligé de sous-traiter et c'est là où ça coûte de l'argent. Nous, on a lancé 3 SaaS plus une Chrome extension aussi qu'on avait fait sur la chaîne. Une Chrome extension gratuite. Donc on a un petit peu d'expérience dans le truc. Et ça peut vite chiffrer. En vrai, ça peut être quand même un des points négatifs du SaaS, c'est que si tu veux faire un truc avec plusieurs fonctions, tu es vite fait en dizaines de milliers d'euros de développement. Donc c'est pas pour les débutants, généralement, c'est pour les gens qui ont déjà un peu d'argent de côté et qui veulent pivoter vers quelque chose qui a beaucoup plus de potentiel en guillemets. Je pense que de tout ce qu'on a cité comme business, c'est ce qui, à l'exit, c'est ce qui peut se revendre le plus cher. En fait, c'est ce qui a le plus gros potentiel. Parce que là, tu as vraiment un abonnement qui tombe tous les mois sur un produit que les gens potentiellement utilisent régulièrement. Et qui est digital la plupart du temps, donc avec très peu de coûts de fonctionnement. Par exemple, avoir une centaine d'utilisateurs versus 1000 ou 2000 utilisateurs, ça va pas vraiment faire augmenter les coûts. Donc... c'est très marginal. Tu peux onboarder des nouveaux utilisateurs
et que ça te fasse pas forcément exploser tes coûts. Après, pour moi, le truc qui m'inquiéterait un peu, c'est sortir par exemple une extension qui répond à un besoin sur Amazon, par exemple, et Helium 10, le leader, 6 mois après, l'intègre dans son extension. C'est le risque Après, de tout, bon, hein. ça, Tu lances des un risques produit sur sur les Amazon, business, 6 mois après, t'en as un qui arrive. Ouais, mais t'es à armes égales. Alors que là, finalement, le gars, il est déjà 10 fois plus gros que toi et il intègre une fonction que toi, tu avais. Lequel des deux ils vont choisir? L'autre. C'est comme si tu sors un produit sur Amazon et demain, tu as un des grands leaders, je sais pas, Anchor ou un truc comme ça, qui sort le même produit avec une force de frappe incroyable. C'est-à-dire qu'il va avoir le top design, le top listing, il va pouvoir le mettre à moins cher parce qu'il va le sourcer moins cher que toi. Tous les business, il n'y a aucun business où tu es une forteresse et que tu es imprenable. Ça n'existe pas. En réalité, pour moi, c'est plus un point positif parce que généralement, développer une feature, développer une fonctionnalité, c'est pas forcément simple, même surtout quand tu arrives dans des plus grosses équipes. Donc, des fois, ça a plus de sens pour eux de te racheter et d'intégrer ça dans leur plateforme plutôt que de développer quelque chose de concurrent sur lequel ils sont pas sûrs de réussir du premier coup parce que toi, tu as déjà fait tout le travail de recherche de savoir comment cette fonctionnalité va fonctionner derrière et donc en fait ils ont plus qu'à l'intégrer dans leur propre SaaS à eux. Et ils récupèrent en même temps tes clients. C'est ce qu'Helium 10 a fait, c'est ce que Jungle Scout a fait sur plusieurs ils peuvent produits. récupérer ta base client et du coup les upsell sur leur propre solution à eux. Leur solution par exemple d'analyse des revenus, c'est quelque chose qu'ils ont acheté et c'est pas eux qui l'ont développé, Jungle Scout par exemple. Donc par exemple ce qu'ils peuvent faire c'est acheter un business déjà qui va être stable, qui va rapporter parce qu'il y a des abonnements derrière, donc déjà c'est sûr d'être remboursé après X temps et derrière ils récupèrent toute la technologie, ils récupèrent peut-être même les développeurs et l'équipe qui peuvent intégrer dans leur équipe à eux, donc c'est pas ça arrive très souvent. Et c'est un monde qui est assez intéressant, le monde des SaaS, parce que c'est un monde qui est assez ouvert, contrairement à pas mal de business dont on a pu parler, tu vois, tout ce qui est e-commerce, on va rester très low profile, de jamais dire ce qu'on vend, etc. Là, il y a beaucoup de gens qui construisent en public. Il y a des grosses barrières à l'entrée, donc les gens n'ont pas forcément peur de partager leurs produits. Et je pense qu'en fait, quand ils partagent leurs produits, ça leur fait aussi une audience d'une certaine manière. Donc, ils vont pouvoir en fait faire la promotion de leurs produits plus facilement. Donc, c'est un monde qui est assez ouvert et moi, j'aime bien ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi lancé là-dessus. L'inconvénient majeur, du coup, parce que vous êtes très enthousiaste, mais moi, je vais entendre un peu plus. L'inconvénient majeur, c'est le budget de départ. Si tu veux vraiment faire un truc important, c'est pas donné à tout le monde. C'est en dizaines de milliers de. Les SaaS qu'on a lancés, le premier, on doit pas être loin de 100 000 au total de budget de développement. Ouais, je pense que vraiment, avant qu'on commence à gagner quelque chose, il a fallu dépenser peut-être 50 000 euros. 50 000 euros avant de commencer. Et en tout, en développement, on doit être autour des 100 000 $ à peu près. Sur le premier SaaS. On continue à payer tous les mois des développeurs. C'est sûr qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à améliorer, il y a des nouvelles fonctionnalités à améliorer. Donc, là, le deuxième SaaS, on est déjà au moins 20-30 000, non déjà plus ou moins 20-30 000, tu vois. Donc, à chaque fois que tu lances un truc, c'est pas là, tu fais pas un design en print. Ça dépend. Après, on peut lancer une fonctionnalité. Si on veut faire un truc très simple, encore une fois, on peut lancer avec 5 000. Si on connaît les bons développeurs, ça peut aller vite. Par contre, si tu veux faire un truc bien avec plusieurs fonctionnalités, ça chiffre assez vite. Donc, c'est pas pour les débutants. C'est pas un business qui est donné à tout le monde. C'est quand même plus difficile à opérer parce qu'il faut quand même se former bien. C'est pointu comme business. Et il y a également une problématique, c'est le fait de recruter les talents qui vont coder quand tu sais pas coder. En fait, des gens qui codent, il y a que ça sur Upwork. Mais après, trouver des gens qui codent bien, c'est là où tu peux avoir des problèmes parce que tu vas avoir des gens qui vont construire une architecture pour ton application, ton SaaS, qui va ensuite te créer des problèmes dans le futur. Donc, il faut en fait s'éduquer pour savoir ce que la personne est en train de faire. Tu vois. Même si toi, tu ne sais pas coder, Loïc, il comprend absolument tous les langages. Je parle avec les développeurs tous les jours. C'est sûr qu'on fait des choix. Non, en français ou en anglais. On fait des choix techniques ensemble. Après, bon, je code pas du tout aussi bien qu'eux, mais c'est sûr qu'il faut quand même se former parce que sinon, on peut se faire vite enrouler. Sur commentaires, tout au début, quand on s'y connaissait pas, c'est sûr qu'on a fait un peu des erreurs techniques, qu'on n'a pas engagé forcément les bonnes personnes. On a voulu faire peut-être au moins cher. Et c'est quelque chose qu'on a dû refaire de A à Z. C'est quelque chose qu'un développeur de notre équipe actuelle a dû refaire de A à Z. Donc, simplement, entre guillemets, le travail qu'on avait fait en tout premier qui a été jeté à la poubelle. Donc, si on doit résumer les deux gros inconvénients, c'est le budget de départ et de bien sélectionner les personnes que tu vas employer et de bien comprendre ce que tu vas leur faire parce que sinon, c'est pas un business facile. Par contre, en termes de revente, puisque c'est le dernier point, c'est un des plus intéressants. C'est un des plus intéressants, c'est les plus gros multiples. C'est un peu le endgame de tous les business pour moi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en moyenne, là, j'ai regardé un rapport ce matin, sur les premiers 3 mois de l'année, en 2024, on est à 4,3 sur le profit. En termes de valuation. 4,3 années de profit. Et c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se vendent à beaucoup plus. On a parlé de Loom, là, un peu plus tôt. Donc, eux, ils étaient à 50 millions de profit annuel et ça a été vendu pour presque 1 milliard
milliards, 975 millions, je pense, quelque chose comme ça. 975 Atlassian. pour ceux qui ne parlent pas belge. Ouais. Donc ouais, 975 millions pour Atlassian, la boîte qui a acheté également Trello et Jira. Donc, voilà. Donc voilà, les multiples peuvent être très très hauts sur certains SaaS quand tu arrives à être presque comment on dit, un produit du quotidien. Loom, c'est devenu vraiment une application que tout le monde utilise. Ouais, beaucoup donc, en business. Là, les multiples peuvent être très hauts. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des différents types de business model qu'on voulait partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra peut-être d'en choisir un qui vous convient. Encore une fois, je pense pas qu'on puisse faire vraiment un classement du meilleur. C'est hyper personnel. C'est celui que tu préfères qui va être le mieux pour toi. Et je pense que la clé, c'est vraiment de ne pas aller s'intéresser à 50 trucs à la fois et aller vraiment vers le type de business qui nous correspond sur le côté perso, son côté, la version risque, sa capacité d'apprentissage, est-ce qu'on est prêt à montrer sa tête ou pas. Faut pas se fier à la dernière vidéo YouTube qu'on a vue ou au dernier pote qui nous a dit de faire ça. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui correspond le mieux à ma personnalité, mes objectifs et où est-ce que j'ai envie d'être dans quelques années. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les business qu'on a présentés, ils permettent de gagner de l'argent. On connaît tous, soit c'est nous, soit des gens autour de nous qui gagnent de l'argent avec ces business models. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est juste à quel point il va être aligné avec vous et à quel point vous allez être capable de mettre un pied devant l'autre tous les jours pour pousser vraiment ce business et aller jusqu'au bout des choses. La dernière chose qu'on peut vous dire, c'est que si vous voulez vous former à nos côtés sur Osai TV, eh bien on mettra des liens juste en dessous avec nos accompagnements vidéo ou personnalisés et on se retrouve très bientôt, soit dans l'intérieur d'un de nos programmes, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.